Je vais commencer par me présenter en quelques mots, brièvement. Sachez qui vous parle. Donc j'habite à Die, je suis diois depuis 13 ans maintenant. Voilà, quelques informations sur mon parcours. Une licence de physique fondamentale il y a longtemps, une trentaine d'années. Et depuis, j'ai travaillé essentiellement dans l'informatique, soit en tant que salarié, soit en tant que en profession libérale, comme chef de projet. Donc voilà, j'ai toujours gardé une veille technologique active, on va dire, de par mon métier. Donc voilà le plan de la présentation que je vous propose. Donc ça va se passer en deux temps. D'abord une présentation pour vous présenter les différentes informations qu'on a pu rassembler et essayer de vous donner une vision un peu cohérente de tous ces changements à venir. Et puis derrière, un échange, un débat, des réactions, des questions par rapport à ces éléments. L'idée c'est de faire 1 heure, mais ça peut être 1h15 et 45 minutes. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, on a le temps. Donc vous pouvez m'interrompre, demander des précisions. Ou réagir pendant la présentation, n'hésitez pas. Projet d'attendre la deuxième partie pour réagir. Donc on va revenir sur le plan bien sûr, mais voilà les 4 grands points dont on va parler. L'informatique quantique et la loi de Moore. Je reviendrai sur l'importance de l'informatique et de la puissance informatique et son impact sur tous les autres sujets, puisqu'en fait ils sont tous sous-tendus par la puissance informatique qui permet de faire des calculs de plus en plus importants, de modéliser des choses de plus en plus complexes et qui aide les chercheurs à avancer de plus en plus sur des choses de plus en plus complexes. Donc toutes les autres axes et bien d'autres encore sont sous-tendus au gain de la puissance informatique. Donc c'est vraiment un élément socle, on va dire, de ces nouvelles technologies. C'est pour ça que je commence par là. Et ensuite on verra plus les impacts concrets de cette puissance informatique dans les points suivants et les impacts sociétals associés avec des nouveaux géoéconomiques qui ont moins de 10 ans maintenant et qui, on en reparlera, qui sont déjà importants. Un impact sur l'emploi qui paraît bien évident et qui est repris récemment dans des campagnes présidentielles par certains candidats. Et puis des choix de société aussi. Il va falloir se positionner des frontières par rapport à certaines choses qui peuvent paraître effrayantes si on laisse les savants fous débrider sans aucune limite. Donc voilà le plan de la présentation. Donc comme je vous le disais, tout ce qu'on va dire après est quand même essentiellement sous-tendu à l'évolution de la puissance informatique et des ordinateurs, donc la puissance de calcul des ordinateurs. Pour cela, je voulais vous faire un petit peu de rappel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la loi de Moore, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Monsieur Moore est un des ingénieurs qui a fondé Intel, celui qui fabrique tous les petits processeurs d'ordinateurs personnels depuis longtemps. Et en 1965, il a prévu une loi en disant tous les 10 ans, la puissance sera multipliée par 1000. Donc il a prévu ça en 1965. Et il disait que tous les 10 ans, on ferait 1000 fois plus rapide, 1000 fois plus puissant que 10 ans auparavant. Donc c'est la loi qu'il avait effectivement énoncée. J'ai repositionné pour voir les résultats de ce qu'il avait prévu dans le temps et voir ce que ça donne aujourd'hui depuis. Donc M. Moore se positionne, sa prédiction se positionne à peu près par là, en 65, par là, pardon. Ils ont eu un petit peu un ralentissement au démarrage, on va dire, parce qu'ils ont effectivement mis plus de 10 ans pour faire x1000 dans la première marche, on va dire. Mais on voit que depuis, sa loi s'applique parfaitement. Et ça, c'est une constatation, c'est plus une prédiction, puisqu'on se positionne ici, à la barre rouge, à la date d'aujourd'hui. Donc effectivement, depuis les années 85, même si les 20 premières années ont été difficiles pour tenir cette loi, depuis, ils la tiennent. Avec la dernière prédiction annoncée d'Intel, qui est 1000 milliards de milliards, donc on compte en opérations par seconde. Pour se donner un ordre d'idée, en 1950, c'était 1000 opérations par seconde, les premiers calculateurs.
Maintenant, en une seconde, ils font 1 milliard d'opérations. Et donc en 2018, je crois qu'Intel ou 2020 annonce 1000 milliards d'opérations par seconde par un calculateur. Donc c'est vraiment voilà, cette puissance qui est impressionnante. Parce qu'on peut comparer peut-être ça par rapport, par rapport à la vitesse et l'accélération, qui sont des notions qu'on maîtrise peut-être mieux. Là, on parle d'accélération. C'est vraiment, donc ça veut dire que la vitesse, elle, derrière, elle est exponentiellement grandissante. Ceci dit, pour réussir cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont réduit. C'est-à-dire c'est de plus en plus petit. C'est vraiment l'atout. Les premiers ordinateurs remplissaient, pour faire 1000 opérations par seconde, remplissaient toute cette pièce, voire les deux pièces. Et c'est en miniaturisant qu'ils ont réussi à gagner, hein, en faisant des circuits de plus en plus petits. C'est comme ça qu'ils ont gagné de la puissance de la puissance. Ceci dit, ça a une limite. Il y a un moment, on réduit, et ils sont à la taille aujourd'hui, à des tailles aujourd'hui vraiment très petites, et qui sont aux limites de ce système. Donc là, c'était pour vous donner une ordre d'idée par rapport à la vitesse, toujours pareil pour avoir une corrélation. Si on part de la vitesse de la tortue qui marche, en 70, c'était la voiture un peu sportive. On avait déjà la fusée avant 1980 et en 95, on était à la vitesse de la lumière, la téléportation de Monsieur Spock. Donc, et après, j'ai plus d'image. C'est-à-dire qu'au-delà de la vitesse de la lumière, j'ai plus d'image à vous donner. Pour se donner l'importance de cette croissance de la puissance informatique, pour bien la ressentir. Donc je vous le disais, la limite de la miniaturisation est atteinte, puisque maintenant ils arrivent à des portes de 7 nanomètres, ce qui est l'équivalent de 7 atomes, hein, pour faire passer les électrons, donc c'est vraiment très petit, quoi, hein. Et là ils commencent à avoir des soucis, parce qu'ils sont tellement dans l'espace tellement étroit que les électrons ils font plus du tout ce qu'on attend d'eux, et donc le principe ne fonctionne plus. Ils atteignent une limite vraiment du principe de graver sur du silicium, donc sur du sable, hein, des galettes de sable, des disques, de graver des choses. Voilà. C'est vraiment, et des processeurs, c'est vraiment le système qui atteint ses limites. Mais c'est là qu'effectivement intervient l'informatique quantique, qui leur donne de nouveaux espoirs, très proches maintenant, parce qu'ils sont aussi très bien avancés. Alors, vous expliquer l'informatique quantique, c'est bien compliqué, pour moi, déjà, de l'appréhender. J'essaie de vous donner quelques références pour avoir une idée, pas simpliste, mais simple, voilà, de ce que ça représente comme changement par rapport à l'informatique classique. L'informatique classique, vous savez, c'est du Morse, hein, c'est du 1 ou du 0, il y a de l'électricité ou il n'y en a pas, enfin, c'est très simple, c'est binaire, un système binaire, donc qui permet effectivement de faire des combinaisons comme du Morse. Vraiment, c'est la meilleure représentation qu'on peut avoir de l'informatique, c'est du Morse, un court, un long, un court, un long, 2 courts, 3 longs, avec ça on fait un alphabet, on fait un langage et on dialogue. Donc l'informatique est vraiment basée sur ce modèle-là. Toute cette évolution que je vous ai montrée tout à l'heure est basée sur ce modèle sans aucun changement depuis le départ. C'est juste qu'on a miniaturisé, amélioré les choses, mais le principe n'a jamais été remis en cause. L'informatique quantique, elle amène déjà un troisième état. C'est-à-dire que l'électron, il peut être positif ou il peut être négatif, mais il peut aussi être dans les deux états à la fois. C'est là que c'est un peu compliqué. L'informatique quantique, effectivement, on parle de deux positions simultanées. On peut dire bêtement, on est à deux endroits en même temps, à deux endroits à la fois. C'est un peu l'équivalent, comme si moi j'étais là et puis j'étais aussi là-bas près de la porte, à un instant T. Je pourrais être soit là, soit près de la porte, mais aussi et là et auprès de la porte. C'est un peu compliqué à comprendre. En fait, vraiment le point clé, c'est de se dire que je ne serai pas là et près de la porte dans le même univers. C'est-à-dire que l'informatique quantique fait appel à des univers différents. C'est-à-dire que voilà, on est dans deux positions simultanées dans deux univers. Elle prend en compte le fait qu'il y ait des univers parallèles. Et donc en fait, rien n'est certain. On ne parle que de probabilité, parce que pour l'instant on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à, on en voit des conséquences quand ils font d'expériences, mais on n'arrive pas à voir exactement à un instant T dans quel état est un électron.
Donc elle travaille avec des probabilités. C'est vraiment l'informatique quantique travaille avec des probabilités, et c'est comme ça qu'elle a monté un modèle de calcul, qui est vraiment basé sur des probabilités. Donc c'est vraiment très différent, on va dire, de l'informatique classique dans sa conception. Hein, et ça fait appel à des concepts qui sont vraiment très 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 pointus, rien qu'à appréhender. Cette notion de multi-univers, bon, même si certains films de science-fiction nous ont présenté des choses comme ça, pour ceux qui aiment les regarder, ou des livres, pour ceux qui aiment les lire, mais c'est effectivement compliqué à appréhender. L'important pour en comprendre l'impact, par contre, est assez simple, c'est qu'au lieu de faire soit 1, soit 0, on peut être soit 1, soit 0, soit 1 et 0. Donc déjà, c'est un morse avec comme une troisième lettre de base. Donc on multiplie les possibilités de communication. Beaucoup plus important, puisqu'au lieu d'avoir 2 lettres de base comme dans le morse, on en a une troisième. C'est le premier important. Le deuxième important, c'est que ces calculateurs quantiques, je n'ai pas cherché à vous montrer comment ça fonctionne au niveau mécanique, qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ça c'est vraiment très complexe. Mais sachez qu'eux, ils sont pas très à l'aise, tout à fait à l'aise pour travailler à la taille de l'atome. Alors tout à l'heure, on était limité à une taille de 7 atomes, donc l'informatique quantique, elle peut travailler avec des tailles beaucoup plus réduites que la simple manipulation d'électrons dans un ordinateur classique. Donc en fait, on a deux éléments qui viennent permettre d'évoluer, de continuer à évoluer en puissance informatique. C'est qu'on passe d'une morse à une langue plus évoluée, donc on va gagner en performance. Et puis, on peut continuer à réduire la taille de ces calculateurs. Avec l'informatique quantique, a priori, ils sont repartis pour une loi exponentielle de Moore pour 50 ans, les 50 ans qui viennent. Et dans 50 ans, j'imagine, quelque chose sera inventé, continuer avec un autre concept, ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, avec cette informatique quantique, et ils sont assez avancés pour que ça prenne vraiment le relais quand on va atteindre la limite d'Intel et de son calculateur dans 2020, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Les premiers ordinateurs quantiques, je pense que dans 5 ans, seront commercialisés. Donc voilà, c'est vraiment ça qui va prendre le relais et qui va permettre de continuer cette progression faramineuse de la puissance informatique. On va parler donc maintenant de ce que ça permet de faire, cette puissance qui croît, et quelles sont dans les nouvelles technologies, les utilisations de cette puissance informatique dans les technologies récentes. La première d'entre elles, c'est l'intelligence artificielle. Donc je vais essayer de vous donner pareil une définition assez courte, mais je pense que ça commence à être pas mal clair, en tout cas de manière générale dans l'idée de chacun. Mais c'est vraiment un ordinateur qui est capable, donc un programme et un ordinateur, un logiciel et un matériel ordinateur, qui est capable de faire son propre choix devant une situation non programmée. Aujourd'hui, un logiciel informatique ne fait que exécuter ce qu'on a programmé pour faire. Si tu cliques là, ça fait ça, si tu fais plus, ça fait ça, voilà, tout est prévu dans du code informatique, tout est programmé, prévu, conceptualisé avant, modélisé et codé après pour que ça fasse ce qu'on lui demande. Ça, c'est l'informatique d'aujourd'hui. Le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle se génère son propre code. Elle est capable d'apprendre toute seule. Elle n'a pas besoin qu'on lui prévoie une situation pour qu'elle y apporte une bonne réponse. Elle est capable, avec son vécu, avec tout ce qu'elle a en elle, et sa puissance de simulation, entre guillemets, puissance informatique qui lui permet de simuler tout un tas de scénarios, elle est capable de déterminer le meilleur et donc de faire un choix elle-même. C'est vraiment ça la définition de l'intelligence artificielle, et de comprendre une idée. C'est-à-dire de monter à un niveau du concept. C'est plus un programme, c'est une suite d'exécutions de commandes. Voilà, le principe de l'intelligence artificielle, c'est également de comprendre une idée. C'est-à-dire, comme on appelle ça les fonctions cognitives, donc les fonctions du cerveau. Le mot cognitif parle du cerveau, et rationnel du cerveau humain, mais qui le surpasse, bien entendu, en capacité d'analyse, de simulation, de faire le bon choix. Là encore une fois, on ne parle pas de prédiction,
Euh, les ordinateurs et les logiciels donc, ont battu Kasparov qui maintenant ne joue plus, depuis n'est pas retourné au combat. Donc s'est déclaré clairement vaincu par l'ordinateur en 1997. Et les ordinateurs de Google ont battu le champion du monde de Go en 2016. Le Go, c'est beaucoup plus complexe encore que les échecs. Je ne suis pas un grand joueur de Go, mais j'ai dû en faire 3 ou 4 parties dans ma vie. J'ai perdu bien sûr chaque partie, sans jamais comprendre ni pourquoi ni comment. Donc voilà, c'est un truc un peu particulier. Et en tout cas beaucoup plus complexe à modéliser que les échecs qui ont des règles connues. On sait ce qu'il faut, le but est clair, il faut détruire les pièces de l'adversaire. Voilà. Pour ça, on a telle arme, donc c'est beaucoup plus facile à modéliser que le Go. Et le Go, champion du monde de Go, a pris sa pâtée en 2016, récemment. Voilà. Donc, je ne vous parle pas encore de futur. Une deuxième notion autour de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle forte, l'IA forte, qu'il planifie aujourd'hui en 2030 en termes de possibilités de réalisation. C'est associé à la compréhension du connectome du cerveau humain. Le connectome, c'est le système qui relie en fait, c'est tous les neurones. Donc on a, je crois, à peu près 1 milliard de neurones dans le cerveau. Et entre chaque neurone a 100 000 synapses qui les relient les uns aux autres. Donc ça fait 100 000 milliards de synapses qui constituent notre cerveau. Et pour arriver à modéliser ça, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, ils attendent la puissance informatique de 2030 pour arriver à vraiment modéliser ça dans un programme informatique et à l'analyser dans sa totalité, dans sa globalité. Si aujourd'hui ils n'arrivent pas à faire, c'est un volume d'informations trop important. Donc l'IA forte, c'est encore une étape au-dessus, c'est vraiment la notion d'une réelle conscience de soi. Une notion de sentiment, d'émotion, d'empathie ou pas. Je rajoutais quoi que l'on puisse mettre derrière ces mots parce que ça reste une machine, ça reste un ordinateur. Hein. Mais c'est ce qui est... et une compréhension de ses propres raisonnements. Donc c'est vraiment une conscience humaine, entre guillemets, dans leur esprit. C'est comme ça qu'ils définissent une IA forte. Je ne sais pas s'ils y arriveront. Mais voilà, ils définissent vraiment une intelligence artificielle forte comme étant une conscience. Un deuxième sujet, la robotisation, qui elle aussi est déjà là. Je vais vous parler de ses impacts futurs, mais leurs applications sont déjà bien présentes à travers un premier exemple qui sont le transport et la logistique. Un exemple évident où la robotisation s'installe et remplace des emplois humains. Premier exemple, la voiture sans sous-chauffeur. Vous avez, j'imagine, peut-être, enfin certains d'entre vous ont entendu parler de la Google Car. On en parle depuis maintenant un certain temps. Cette voiture de la Google Car, elle tourne aujourd'hui depuis quelques années maintenant. En 2017, donc cette année, ils vont l'ouvrir au marché, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser une Google Car à New York, ou à San Francisco ou à Los Angeles. Et ils sont plutôt en Californie en termes d'implémentation, mais ils veulent être sur tous les États-Unis. Il faut savoir que les premières voitures, on a 2 personnes qui vous accompagnent. Parce que pour raison de sécurité, ils n'osent pas encore les mettre complètement en libre, parce que la Google Car, le principe, c'est qu'il n'y a plus de volant, plus rien. On est 4 personnes, on se fait face comme dans un taxi anglais, et puis personne ne regarde la route. Et puis vous dites avec votre smartphone, je veux une Google Car dans 5 minutes, elle vient vous chercher dans chez vous, et puis vous lui dites, je vais aller à tel endroit, et puis vous discutez avec vos amis, vous travaillez, vous faites ce que vous voulez, et puis elle vous dépose. C'est le principe de la Google Car, donc sans voiture, sans chauffeur. Les premières qui vont commercialiser, il y aura 2 personnes, je ne sais pas comment ils vont le cacher à l'arrière dans le coffre ou ça, non, mais il y aura 2 personnes qui accompagnent, 2 chez Google qui accompagneront par sécurité, mais un certain temps. Donc Google n'est pas le seul, Apple aussi est à fond sur le sujet, avec des moyens très très comparables.
Oui, j'avais quelques chiffres. La Golf Car, ça fait 6 ans qu'elle tourne. Donc ils ont parcouru 3 millions de kilomètres avec en ville, hein, en circuit urbain, hein, parce que c'est une voiture qui ne dépasse pas les 40 km/h. Donc elle est faite pour la ville, hein, elle n'est pas faite pour faire pour l'instant des grands trajets. Mais ça fait 6 ans qu'elle roule sur les circuits urbains, en test et en essai, et ils ont eu en 6 ans 17 accidents légers, pour 3 200 000 km parcourus. Sans blessés, hein, accidents légers, juste trop de froissés, sans jamais être aucun blessé. Elle repère un vélo, elle repère un cycliste, elle repère un chien, voilà. Elle est vraiment équipée d'un tout un tas de capteurs qui lui permet d'être complètement indépendante et d'avoir une très bonne précision sur la route avec le GPS plus ses capteurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui démarre, qui se commercialise dès cette année par Google et Apple, et il y en a déjà qui se louent à Singapour avec une autre société depuis le 25 août. Donc pareil, il y a pour l'instant une personne qui est dans la voiture pour surveiller, capable de reprendre la main. J'imagine qu'il a un petit volant, quelque chose, un frein, voilà, pour agir. Et ils ne sont pas les seuls, puisqu'il y a Uber aussi, donc qui se lance dans la partie. Donc après avoir fait attaquer le marché des taxis, fait faire acheter des voitures à des gens qui se sont endettés pour faire du Uber de leur métier, d'être des conducteurs Uber, ils sont en fait en train derrière de préparer des voitures sans chauffeur, comme les autres. Donc les chauffeurs Uber ont commencé à comprendre, ils commencent à réagir. Mais on vend encore des... bon, j'ai habité à Paris longtemps, j'y étais né, je sais qu'à Paris une licence de taxi coûte 100 000 €. Les chauffeurs de taxi l'achètent pour une vie. C'est-à-dire que voilà, c'est une vie d'investissement. Ils ont fait 40 ans de taxi ou 20 ans, 30 ans de taxi et ils disent 100 000 €, c'est un investissement. Ils les vendent toujours 100 000 €. Dans 10 ans, il n'y aura plus de chauffeurs de taxi. Il faudra bien leur rendre. Ils le savent, mais ça coûte 2 milliards, je crois, si on devait rembourser toutes les licences, tout l'argent qu'on a pris aux chauffeurs de taxi qui sont vivants aujourd'hui, en activité, ça coûte 2 milliards. On ne peut pas le faire. Il y a bien un moment, il faudra discuter quand même. Donc voilà, la voiture sans chauffeur, et quand on dit très peu d'accidents, plus d'assurance. Vous imaginez bien qu'avec 17 accidents en 6 ans, Google ne va pas payer, il va s'assurer tout seul. Pas besoin d'aller chez Aviva ou d'aller chez qui que ce soit. Vu le peu d'accidents, il n'y a plus d'assurance auto non plus. Voilà, ça donne des idées de... Alors c'est qui porte la responsabilité? Mais c'est Google, c'est le loueur, ou Uber, ou celui qui... Mais ils auront tellement peu d'accidents. Il n'y a pas besoin de s'assurer à l'extérieur. Ils garderont quelques fonds de côté, ils se feront leur propre assurance. Ouais. Ils auront tellement peu de sinistres à payer. Mais ça sera forcément des voitures en location, ça ne sera pas des voitures qui pourront... Alors ces principes-là, je pense que c'est vraiment un modèle, c'est toute la consommation. J'ai besoin d'une voiture, alors c'est très urbain. Je ne sais pas, il faut réfléchir comment... Oui, c'est l'autolibre. C'est tout à fait de l'autolibre. Mais c'est vraiment le modèle en ville aujourd'hui. En plus, c'est un modèle qui a du sens. Moins de voitures personnelles, voilà, c'est des voitures en général propres, bien entretenues. À la campagne, c'est plus délicat, mais c'est une question de temps. Ça mettra 5 ans, 10 ans de plus pour arriver, mais ça va arriver. Les voitures électriques, je suppose. Celles-ci sont électriques pour l'instant. Est-ce qu'elles seront à l'hydrogène dans 10 ans, ou est-ce qu'elles seront d'autres choses, je sais rien. Moi j'habite à Lyon et ils ont mis au mois de décembre, je crois qu'ils ont commencé, ou septembre, non, septembre je crois. Ils ont mis dans le quartier de Confluence une petite navette autonome comme ça. Je suis rentré dedans, ça fait bizarre qu'il y a quand même quelqu'un qui est là pour surveiller. Pour l'instant. Et pour nous rassurer, pour le faire bouger. Son truc, il a une manette de Xbox 360 là, et c'est avec ça qu'il fait bouger le car. Enfin, la petite navette. Bon, on peut rentrer à une dizaine de personnes dedans, mais... Voilà, en fait, les applications commencent à se déployer avec de la bizarre. sécurité, mais vraiment dans 5 ou 10 ans maximum, il n'y aura plus personne dans ces voitures. Ils auront assez rassuré les gens sur la fiabilité qui est bien meilleure que celle de nous quand on conduit. Il y a le vélo qui passe du truc, il s'arrête. On crée beaucoup plus d'accidents quand on conduit nous que ces voitures-là. Donc qui refusera de finalement d'être transporté sans risque, qu'il y ait moins de morts sur la route, qu'il n'y ait plus d'accidents, qu'il n'y ait plus de... Peu de gens, enfin une minorité de gens refuseront qu'il n'y ait plus d'accidents, plus de morts sur les routes, que si on veut s'amuser à conduire sa voiture, on va faire ça sur un circuit par exemple. Voilà.
Et en même temps, un contrôle total quand même de tous nos déplacements, de tout... Bien sûr, c'est des objets connectés, ça amène en même temps un contrôle total sur tous les déplacements de la population s'il n'y a plus d'autres moyens de locomotion que ce type de moyen-là. Je ne sais pas si... je pense peut-être d'ailleurs qu'il restera des gens qui continuera, mais voilà, de moins en moins, qui continueront à avoir leur propre moyen de transport. Déjà dans la deuxième partie du débat là. Oui, Il n'y aura plus d'auto-école non plus alors. On s'échappe. Non plus. Les voitures, on en a parlé, mais il y a aussi déjà des camions sans chauffeur qui tournent aux États-Unis. En test, bien sûr, pour l'instant. Ils prévoient de commercialiser assez rapidement aussi les premiers camions sans chauffeur avec quelqu'un qui sera à l'intérieur, mais qui sera plus un gestionnaire de sa tournée de ça, mais il ne conduira plus. Et puis, dans quelques temps après, il n'y aura plus personne dans le camion. Ça tourne aussi aux États-Unis avec plusieurs sociétés qui ont l'autorisation de faire rouler ces camions sur la route. Toujours dans le transport et logistique, les livraisons de colis par drone, qui est un élément emblématique qui est en train de se développer, mais il y a aussi tout ce qui est automatisation de la préparation de commandes, gestion de stock, où on voit dans ces grands bâtiments logistiques, ces grandes centrales logistiques de distribution de négoces, de la grande distribution par exemple, de plus en plus, c'est plus les personnes qui préparent les commandes, c'est des bzz, 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 bzz. Voilà, c'est que des robots dans les centres logistiques. Mais ils vont jusqu'à la livraison. Et bon, Amazon, qui est le premier marchand mondial aujourd'hui, pas n'importe qui, la Poste, notre Poste à nous en France, DHL, donc ils ont des tests en réel, notamment sur des sites isolés pour la Poste dans la montagne, voilà, avec des livraisons de colis de 1 à 5 kg, dans un rayon je sais plus, d'une vingtaine, une trentaine de kilomètres. C'est des faibles rayons pour l'instant, des faibles distances. Donc Amazon le teste autour de Londres, par exemple, pour livrer toute la banlieue londonienne. Et ils ont l'autorisation de faire voler ces drones voilà, dans l'espace aérien. C'est des choses voilà, qui sont en train de... C'est presque plus du test, ils sont déjà en train de... Voilà, c'est vraiment des vraies lignes qui tournent et c'est des lignes pilotes. Voilà. On est en phase pilote, on n'est plus en phase de test ou développement, ils sont en phase pilote avant le déploiement. C'est ce qui se passe en général après les phases pilotes. Donc le transport et la logistique, bon, c'est évident, on le voit aux infos. Mais la robotisation touche aussi bien entendu l'industrie. On a connu l'industrie qui est partie donc, effectivement beaucoup en Chine ou en Asie avec la mondialisation ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. Elles vont revenir. Elles vont revenir les usines, mais elles vont revenir sans ouvriers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une usine où il y avait, pour donner quelques chiffres, une équivalence, où il y avait 300 ouvriers par exemple pour faire tourner, et puis 5 ou 6 ingénieurs au bureau d'études pour faire tourner une usine. Aujourd'hui, la même usine fonctionne avec 10 ouvriers qualifiés, ou une quinzaine, avec toujours les 5 ingénieurs, et dans 5 ou 10 ans, et non moins de 10 ans, dans 5 ans, puisque par exemple Apple, pour ses appareils, ses iPhones et tout ça, est en train de construire ses premières usines comme ça aux États-Unis, où il y a 5 ingénieurs. Il n'y a plus d'ouvriers du tout. Et 10 ans après, il y aura un ingénieur. Et des robots qui entretiendront les robots. D'abord, l'instant, on a des robots qui font. Il y aura encore des gens qui entretiennent les robots qui font. La deuxième étape, ce sera les robots qui entretiennent les robots. Et donc, il n'y a plus qu'un bus qui surveille tout ce petit monde qui bzz, 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 bzz. Ils vont le faire, hein, parce que ces robots travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfin jamais on rêve, je veux dire. Ils tombent pas enceintes, ils sont pas en ils vont le faire, il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Alors ça va revenir, du coup, ils vont pouvoir réinstaller des usines en France, des usines sans ouvriers. La santé. La santé aussi est touchée par la robotisation. La chirurgie, j'ai commencé par celui-là, parce que je pense que vous avez vu aussi quelques images. Maintenant, beaucoup d'opérations se font. Il y a quelqu'un qui pilote, pareil, avec des petites manettes, le robot qui est en train d'intervenir, parce que lui, avec une précision plus que millimétrique,
une précision parfaite dans ses gestes chirurgicaux. Et donc de plus en plus, voilà, ce sont les robots qui vont faire les interventions chirurgicales, avec au départ effectivement un chirurgien qui est aux commandes. Très vite, ils vont se passer du chirurgien pour faire une très belle opération. Grâce à l'intelligence artificielle, à la capacité d'analyse de chaque cas, de chaque corps humain, d'être capable de comprendre les différences de chaque corps et tout ça. Donc c'est déjà là, mais ça va progresser. La chirurgie, ça ne fait progresser. Les chambres d'hôpital avec les lits d'hôpitaux où tout un travail des infirmières qui est de prendre la température, de faire les examens, de donner les médicaments à chaque patient. Tout ça peut être très bien fait par les lits directement. Vous savez que maintenant les diabétiques peuvent, avec leur téléphone, ils se piquent tout seuls et ils ont leur taux de diabète sur leur iPhone qui s'affiche. On peut très bien faire ça sur son lit, quoi. On peut avoir son analyse de sang directement étant piqué par son lit d'hôpital, avoir son pouls, tout qui soit pris directement à travers les capteurs dans le lit sans que qui que ce soit intervienne. Donc il y a tout ce qui est prise effectivement d'éléments de mesure. Et puis la distribution de médicaments, pareil, hein, ça arrivera, soit en injection, soit ça arrive sur le lit, tiens, il faut prendre ça. Tout ça va être robotisé. Donc il y a dans la santé aussi toute une partie, je pense, à l'hôpital. J'espère qu'il y aura des infirmières et des infirmiers pour un aspect humain, pour que les gens ne soient pas tout seuls dans leur chambre d'hôpital. Mais je pense que le métier va changer, c'est-à-dire qu'il restera des humains, j'espère, mais plutôt pour faire du relationnel, un petit coup de main. Mais toutes ces petites tâches qui leur prennent du temps aujourd'hui vont être remplacées, automatisées, robotisées. Le diagnostic en ligne, je prendrai un exemple aussi, par exemple avec l'iridologie, où on peut, par l'analyse de l'iris de l'œil, faire un bon diagnostic, un bon bilan de santé, ce que font les naturopathes aujourd'hui. Mais comme c'est une carte d'analyse de l'œil, finalement, un bon algorithme de reconnaissance de l'image et une bonne caméra vidéo avec une bonne sensibilité, ce qui n'est pas encore le cas de celles qui sont sur nos ordi, je mets mon œil devant mon ordinateur et puis il me sort mon bilan de santé. Ça ne veut pas dire qu'il aura besoin dans tous les cas, mais... Vous parlez aussi des puces aussi, qui mettent et qui vous disent si vous êtes en mode santé ou si des implantations de puces. Oui, alors il y a je pense que j'ai plus, comment dire, on va aborder les implants derrière, mais plus sous un aspect d'augmentation des capacités de la personne que analyse. D'accord. Parce que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose à l'intérieur. Enfin, bien sûr que je pense qu'aussi un jour ou l'autre, ils améliorent les systèmes de diagnostic interne. Mais avec, je parle tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est le sang, le pouls, l'iris de l'œil, la température du corps, tout ça, il n'y a pas besoin d'être dans le corps. Il y a plein d'informations qu'on peut capter en surface en termes de diagnostic. On n'est pas obligé de s'implémenter dans le corps pour avoir tout un tas d'informations qu'on utilise aujourd'hui en médecine pour faire un bilan de santé. Si ce n'est de piquer un peu de sang. Mais ça, c'est facile à l'extérieur, il y a plein d'endroits où on peut se piquer facilement. Donc on est plus dans les implants, dans l'augmentation des capacités. Et c'est un des points qu'on va aborder, tout à fait. Donc la santé aussi, beaucoup de bouleversements, d'automatisation et de robotisation dans ce secteur d'activité. Le BTP, bien entendu, on voit tous sur les autoroutes maintenant ces énormes machines qui font tout un tas de choses en même temps. Elles cassent, elles coupent, elles reconstruisent derrière, elles enterrent des câbles, tout se fait tout seul. Il y a déjà de plus en plus de machines. On voit que c'est un secteur qui a connu depuis une vingtaine d'années une mécanisation, une automatisation très importante. Clairement, pour l'instant, c'est surtout le gros BTP qui va être touché dans un premier temps, avec des gros engins très autonomes, pilotés par GPS, qui vont faire les routes tout seuls. Pareil, un superviseur de chantier. Mais la construction aussi des logements neufs, on voit beaucoup de choses où c'est du préconstruit, des charpentes avec déjà des choses intégrées dedans, l'isolation, des imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, mais aussi la rénovation, parce qu'un petit robot drone, je sais pas, qui refait un enduit par exemple, avec les plans de la maison, je le branche avec un peu de plâtre, je suis sûr qu'il ira plus vite à faire un enduit, à refaire une maison qu'un être humain dans quelques années. Donc même dans la rénovation, mais ça viendra après. Pour l'instant, je pense que c'est d'abord le neuf, tout ce qui est construction du neuf. Mais je pense qu'il
compris dans la rénovation. En deuxième temps, il y aura aussi des impacts de choses qui seront automatisées. La nouveauté, et je terminerai sur ce point, en tant d'exemple, la nouveauté, c'est la notion de service, qui sont eux aussi touchés. Jusque-là, on parlait de faire des choses, fabriquer, construire des routes, faire des actes, prendre des mesures. De plus en plus aujourd'hui, ce qui est vraiment nouveau depuis quelques années et qui va s'accélérer, c'est que les services sont touchés par la robotisation, entre guillemets. Les développements informatiques, je suis moi-même, je fais des sites web depuis maintenant 1 an, on fait presque plus de code. Il y a 10 ans, créer un site internet, il fallait écrire plein de lignes de code pour faire ça. Aujourd'hui, ce sont des outils et voilà, on intègre, on assemble et c'est lui derrière qui va générer le code informatique tout seul. Donc on est de plus en plus dans le codeur informatique est un métier en voie de disparition. Le développeur informatique est un métier en voie de disparition parce que ce sont des outils de plus haut niveau qui génèrent eux-mêmes le propre code sur la base d'un assemblage qu'on a fait de manière graphique en conception de la fonctionnalité qu'on voulait développer. C'est aussi vrai pour les ressources humaines. Les ressources humaines, aujourd'hui, sur les grandes entreprises, ils sont persuadés que des algorithmes de Google, par exemple, qui a des spécialistes là-dessus, sont plus performants pour faire du recrutement qu'un DRH. Ils seront plus fiables. Ils ont fait des essais, ils ont fait déjà à grande échelle, et ils ont des résultats plus fiables, faits par les algorithmes, en termes de sélection de candidats, que les êtres humains. Alors, peut-être qu'ils garderont pour le dernier, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les algorithmes pour sélectionner 10 candidats sur 300, 500, et puis parmi ces 10-là, un être humain va choisir, parce qu'en général il y a quand même un problème d'affinité, son patron va être là, va dire je préfère celui-là ou celui-là, mais voilà, une présélection en tout cas, plutôt que ce soit les ressources humaines qui reçoivent les 300 candidats, ils vont faire confiance à des algorithmes pour sélectionner ces 300 candidats, sélectionner 10 sur 300. Et ça, les grandes entreprises sont déjà... Mais là, cette sélection sur le plan informatique, elle est faite à partir de fiches que les gens remplissent ou c'est pas oral quoi? Non, elle est faite à partir de fiches que les gens remplissent, mais elles analysent aussi tout leur parcours sur Google, sur Internet, c'est-à-dire qu'elles vont aller chercher sur Facebook, sur leur compte Facebook, sur leur compte Google, sur tout ce qu'elles trouvent sur Internet, sur la personne. Elles combinent non seulement ce que la personne donne, mais elles vont aussi chercher sur Internet tout ce qu'on a laissé comme trace. Et elles font un assemblage de ça. C'est comme ça qu'elles définissent leur profil. C'est pour ça qu'elles sont plus fiables que le DRH qui va passer qu'une demi-heure avec vous. Et si vous êtes bon vendeur, un peu bon vendeur, vous lui faites passer un peu ce que vous voulez. Elle va chercher, elle va recroiser les infos de date, est-ce qu'elles sont fiables. Donc elle va faire un travail de vérification qui est 1000 fois supérieur à ce qu'un être humain peut faire. Je comprends pas comment on peut savoir si c'est plus fiable. Parce qu'ils ont fait des essais. Ils ont pris un certain nombre de candidats sélectionnés par l'algorithme, un certain nombre de candidats sélectionnés par les ressources humaines, et ils ont regardé au final qui avait retenu les meilleurs candidats. Et ils ont dit, c'est la machine. Du coup, c'est juste. Eux, en tant que patron, alors ça, si tu veux ça, c'est ça, c'est l'idée du métier. Et après il faut l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut l'embaucher et puis il faut le faire travailler pendant 1 an pour en être sûr. Je pense qu'ils l'ont fait. Mais l'essai, il faut aller au bout. C'est-à-dire qu'il faut embaucher la personne, il faut embaucher des personnes qui ont été recrutées via l'algorithme, embaucher des personnes qui ont été recrutées via les ressources humaines. Au bout d'1 an, vous faites un bilan. Et après, est-ce qu'on se juge ou pas des critères des entrepreneurs on ne peut pas être d'accord avec leurs critères, mais c'est leur boîte. Donc quand c'est leur boîte, c'est leur boîte. Ou alors il faut le reprendre. Mais si c'est leur boîte, c'est effectivement leurs critères qui décident. Et c'est les critères d'efficacité, en général, hein, d'intégration, efficacité, endurance. C'est qu'aime bien un patron qui est des grandes entreprises du CAC 40. Oui, j'ai une question. Oui. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça. Je voulais savoir si c'était utilisé aussi à la douane. Parce que par exemple, en gendarmerie, eh bien, on ne vous demande pas vos papiers, mais on vérifie votre iris. On vous met un papier pour vérifier votre iris. Alors, c'est l'application. Non, enfin, l'iris dont je parlais tout à l'heure, sur le bilan de santé, l'iris, il est unique. Donc c'est effectivement comme des empreintes, c'est encore plus fiable que les empreintes digitales. Alors ça remplace juste, mais ça remplace juste des empreintes digitales. C'est
c'est une manière d'être sûr d'accéder à votre identité personnelle. J'ai entendu parler Et, de stress. Pardon? J'ai entendu Et parler puis il doit y avoir du stress aussi, j'imagine. Mais ça existe de déjà. SNCF en France, dans les Le gares. système existe déjà dans les aéroports. J'ai travaillé dans un aéroportuaire pendant 20 ans. Et au jour d'aujourd'hui, avant que vous présentiez votre passeport, au niveau faciès, vous êtes déjà filmé. Pareil, avec des fichiers, des recrutements. Donc déjà, avant de montrer votre passeport, vous êtes déjà... Il y a déjà eu une analyse faite Ouais, par des des machines. Ça, dans les aéroports, c'est... Je reviens avec ce qu'il dit Là, les Rémi, iris, il y a les... sur le passeport biométrique. Ouais. Donc là, vous passez à l'aéroport et vous scannez votre passeport, il y a un chargement comme un ordinateur. Et vous repassez derrière et là, on vous prend l'iris. Voilà. Il n'y a qu'un seul monsieur qui est devant l'ordinateur qui a tout votre... Ouais. Et là, vous pouvez Et passer. C'est déjà un peu... C'est déjà en place. La comptabilité aussi qui s'automatise. Voilà, il y a tout un tas de services transverses dans les entreprises où il y a pas mal de gens qui travaillent dans ces services-là et qui sont de moins en moins nombreux parce que beaucoup de tâches ont d'abord été externalisées, souvent en Inde ou ailleurs, dans des pays à moindre coût de ressources, et elles vont revenir mais sous une forme automatisée. L'aide à la personne, on pouvait se dire, l'aide à la personne, on est tranquille, voilà un métier où on va être tranquille quelques années. Ils sont en train de tester des robots en live pour effectivement être capable de prendre une personne âgée, de la lever, de la coucher, de l'asseoir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura plus besoin de compagnie, mais qu'il y aura tout un tas de petites tâches quotidiennes pour les personnes âgées chez elles. Se coucher, se lever, faire sa toilette. Ils sont en train de mettre au point des robots pour faire ça. Mais il y aura moins d'arrêt de travail. Avec des robots, oui. Que quelques pannes, quelques bugs, mais moins d'arrêt de travail. Donc vraiment, il y a plein de secteurs. C'est difficile de se dire, on reviendra sur les secteurs d'activité, il y en a quand même un ou deux qui me semblent être une bonne nouvelle, on peut rester serein. Mais il y a beaucoup de secteurs où on pense qu'ils sont tranquilles par rapport à tout ça et qui en fait, ils sont déjà en train de designer des robots pour remplacer l'être humain dans une partie de ses tâches. Pas dans toutes ces tâches, mais dans une partie de ces tâches. Alors, après, on va passer à un point, donc les neuro- et biotechnologies. Donc là, effectivement, on va parler de tout ce qui est du cerveau, et donc tout ce qui est connecté au cerveau, et également des implants, des capacités augmentées, et donc de tout ce qui existe d'ores et déjà, et ce qu'il prévoit de faire sur ces sujets. Pour parler des neuro- et biotechnologies, j'ai choisi un exemple qui me semblait le plus frappant, une société que tout le monde connaît, qui s'appelle Google, et qui est emblématique de ces monstres de société qui se sont lancés dans ce business depuis une dizaine d'années maintenant. Ils l'ont fait sans bruit. On a l'impression que Google, c'est juste quand on tape son mot-clé. On a entendu parler de quelques... De temps en temps, on entend parler d'eux, mais ils font ça plutôt discrètement depuis une dizaine d'années. Et sont devenus vraiment... c'est le leader dans les neuro- et biotechnologies au niveau du monde. C'est la société leader sur ce domaine. Donc je vais le prendre comme exemple, parce que du coup il couvre toutes les dimensions associées à ça. Et ils l'ont planifié. Donc on va passer un petit peu de temps sur cette slide, qui est le projet officiel de Google, il ne s'en cache pas, de 2010 à 2045. Et qui les emmène pour être clair au transhumanisme. Autant le dire tout de suite, comme ça. C'est clair. Google, en fait, a notamment recruté, par exemple, une personne qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est un ingénieur américain, qui est un des pères, il est 69 ans aujourd'hui, donc c'est pas un genou, mais c'est une des personnes qui a inventé, ou qui est un des pères de la reconnaissance vocale ou de la reconnaissance de caractère. On peut avoir maintenant des applications de reconnaissance vocale sur nos ordi, mais c'est un des pères fondateurs de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance de caractère. Il a ensuite beaucoup travaillé pour l'armée américaine sur des robots militaires. Donc il a travaillé une
bonne vingtaine d'années derrière pour l'armée américaine à construire des robots militaires. Et il a rejoint Google en 2012. Il a rejoint Google en 2012. C'est une personne qui a 69 ans et puis qui est très motivée pour qu'il trouve les clés d'éternité chez Google avant qu'il meure. C'est le patron de la recherche de Google sur la plupart de ces sujets-là. Il est, à titre personnel, très motivé. Une autre personne qui travaille chez Google, dont j'ai oublié le nom, à haut niveau, lui travaille effectivement aussi sur les neurotechnologies, parce qu'il est très motivé aussi. Il est potentiellement atteint de Parkinson. Il a dans son code génétique l'identificateur de Parkinson. Et donc il est très motivé aussi à trouver des solutions avant l'heure. Et bon, c'est des gens très pointus, ils ne sont pas que très motivés, c'était aussi vraiment des tronches dans leur domaine, mais en plus surmotivés. Donc le projet de Google. Donc c'est plusieurs strates. Alors les premières, elles sont déjà acquises, c'est de s'occuper de notre orientation, que ce soit une orientation sur Internet avec Google Search, c'est ce qu'on utilise. La plupart d'entre nous, il faut savoir que 95% des gens au niveau mondial utilisent Google comme moteur de recherche. Donc c'est un monopole mondial, sans aucune discussion avec qui que ce soit. Google Maps aussi, pour nous orienter, et ils ont investi dans les satellites. Les dernières années, pour compléter leur offre, ils ont racheté une boîte de satellites pour être complet et avoir l'ensemble de la chaîne d'information de bout en bout. Ce qu'ils appellent la mémoire de substitution, c'est de là où on stocke en fait toute notre histoire. Que ce soit nos mails, YouTube, Picasa, enfin toutes ces applications qu'utilisent surtout les jeunes, mais les plus anciens déjà dans nos mails, il y a pas mal d'informations. Donc voilà, c'est nous servir de mémoire, de substitution, qu'on puisse y stocker nos informations et qu'elles soient disponibles, accessibles de partout. La troisième strate commence à être un peu plus inquiétante, c'est la réalité et l'essence augmentée dont on parlait tout à l'heure. Alors il y a eu une première expérience qui a été un flop, c'est les Google Glass. Ils ont vendu des lunettes avec lesquelles on pouvait effectivement était affiché sur l'écran de la lunette des informations, mais en fait bon, c'est encore pas très au point, je pense que c'est pas très performant et ça fait un flop total dans le grand public. Par contre, ils sont clairement en train de réutiliser le concept pour le mettre dans le privé, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent. Et qui là, ils vont trouver des intérêts à effectivement pouvoir afficher, plus besoin d'avoir sa tablette. Ou quelqu'un dans un dépôt, beaucoup d'ouvriers aujourd'hui ont des tablettes, dans les dépôts, dans l'industrie, pouf, directement lui afficher effectivement des informations sur sa lunette. Donc malgré le flop au niveau public, grand public, je pense qu'ils vont vite retrouver des applications dans le domaine privé qui les intéressent, et bien sûr dans le domaine militaire. La Google Lens, donc ça c'est une lentille qui est sortie aussi, qui existe, qui permet aux diabétiques, donc ils se mettent cette lentille dans l'œil et elle envoie leur taux de diabète sur leur iPhone en permanence. Ça existe, c'est commercialisé aux États-Unis. Et ça, voilà, ça intéresse les diabétiques, forcément, pas tout le monde, mais ça existe déjà. Par contre, oui, ce qui existe également déjà, c'est des implants auditifs pour des gens qui sont sourds ou très malentendants. Plutôt que de mettre des appareils auditifs dans l'oreille, comme on fait aujourd'hui, c'est carrément brancher directement sur le nerf auditif une diode, un récepteur. Ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Ils l'ont déjà réalisé. Il y a des personnes qui ont ces implants auditifs, des malentendants au départ, qui ont ces implants. Alors, c'est merveilleux, ils entendent 100 fois mieux que nous. Ils entendent, ils ont une meilleure oreille qu'un chien, voilà, c'est l'homme qui va les premiers. Pour les plus anciens, ceux qui ça parle. Mais ils entendent bien mieux que nous. Ils travaillent, c'est pas encore implémenté, mais sur l'emplacement de l'œil aussi. Avec pareil un œil qui permet de voir 3 km.
on a des choses toutes bêtes. On a tous vu aux Jeux handisport, il y a des athlètes qui maintenant, avec des jambes en carbone, courent plus vite que les valides. Athlètes eux-mêmes, je ne parle pas que moi à la course, mais qui battent d'autres athlètes avec leurs jambes en carbone. Donc on voit bien qu'effectivement on peut augmenter nos capacités, que ça soit physique, par des bras bioniques, des jambes bioniques, ou même simplement bien dessinés, parce qu'ils ont simplement en carbone, pas bien dessinés, ils vont plus vite à la course sans être vraiment bioniques. Mais aussi et surtout, ce qui est plus inquiétant, effectivement, par des implants auditifs, que ça soit visuel, auditif ou visuel. Et il prévoit également de nous connecter directement à Internet en 2035. Donc si on toujours dans la réalité augmentée, hein. Donc il prévoit de nous brancher effectivement un accès Internet directement dans le cerveau. C'est-à-dire d'avoir Google Search. Là. C'est pas dans si longtemps que ça, hein. C'est dans 17 ans, 18 ans. Sur les implants, Oui. juste sur les implants, par exemple pour Parkinson, ils font maintenant des implants en fait, donc ils branchent directement dans le cerveau et en effet qui sont très spectaculaires, puisque voilà, immédiatement que l'implant est branché, une personne qui n'arrivait même plus à se lever, à se mouvoir, aussitôt retrouve toutes ses capacités. Et les personnes jouent. Par contre, à l'heure actuelle, les personnes, alors que ça commence à être relativement vulgarisé, je dirais, banalisé, j'ai eu de nombreux retours comme quoi en fait les personnes qui avaient été implantées étaient complètement perturbées psychiquement, mais avec des perturbations qui pouvaient être graves pour eux-mêmes et pour leur entourage, où du coup en fait ils ont des comportements complètement aberrants et qu'ils n'auraient jamais eu avant la pose de l'implant. Donc pour l'instant, même s'ils commencent à en poser de plus en plus, on est quand même encore, on fait encore office de cobaye. Voilà. Et la famille autour. Les implantés. Donc oui, pour les implants visuels, c'est 2020. 2020, c'est dans 3 ans. C'est pas une planification à long terme. L'étape d'après, donc l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, avec le projet DeepMind, donc qui est une des filiales de Google, et qui prévoit donc avec le fameux Kurt, oui toujours son nom, c'est un nom imprononçable, Ray Kurzweil plutôt, qui travaille sur ce sujet. L'idée étant de pouvoir extraire l'âme, la mémoire et l'intelligence et de le mettre sur un disque dur. Disque dur, je simplifie, mais c'est un peu l'idée. C'est un peu plus compliqué qu'un disque dur, mais c'est le principe. Alors, ça sert que pour lui, c'est son immortalité qui commence là. À ce fameux Ray Kurzweil. Il prévoit ça bien plus tard. Mais en attendant déjà une sauvegarde. Parce qu'il faudra 20 ans de plus pour être capable de la redescendre sur un cyborg ou sur quelque chose et de faire revivre avec leur cric. Mais comme il prévoit ça beaucoup plus tard, alors c'est la vraie question. C'est la vraie question. Effectivement, c'est la vraie question. C'est là qu'à mon avis est l'embûche. Je suis bien d'accord avec vous. C'est que il prévoit que l'âme, enfin, il prévoit travailler sur le cerveau. Donc il se concentre sur le cerveau. On voyait tout à l'heure de modéliser le cerveau, les réactions, l'échelle entre les 100 000 milliards de synapses. C'est ça qui leur permettra de modéliser le cerveau. Mais ça part du principe que tout est dans le cerveau. Or, on sait que, Christine nous le dit souvent, on dit souvent, je ne sais pas si on sait, mais on dit souvent que l'estomac est un second cerveau.
par exemple. L'intestin, chaque fois je me trompe d'ailleurs, voilà, c'est un programme. Les neurones dans les... On a quand même la colonne vertébrale qui est quand même pleine de choses, on a d'autres organes, on a le cœur, on a... Enfin, On n'est pas réductible au cerveau. Donc il y a, à mon sens, mais après c'est chacun à son avis personnel, voilà, bien d'autres endroits que dans cet espace où est notre âme, notre conscience. Toutes les expériences de NDE, l'expérience après la mort et de retour, semblent montrer que s'il y a quelque chose qui existe de ce genre-là, d'âme ou d'existence après la mort, c'est extracorporel. Oui. Parce qu'après retour, les nombreux témoignages de visions depuis l'extérieur du corps, depuis le plafond par exemple pendant l'opération, etc. Donc s'il y a une âme, je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit à l'intérieur du corps. En fait, Non plus. Si tu la connais de plus, je suis d'accord. Disons qu'on fait une modélisation du cerveau. Point. Voilà, du cerveau. Mais qu'est-ce qu'on aura mis sur le disque dur? Quelle partie de nous-mêmes? Ça, par contre, je suis bien incapable de le dire. Mais enfin, il est très motivé. Je vous promets qu'il est très motivé parce que ça, il pense atteindre 2025. Il dit c'est raisonnable pour moi. J'ai 69 ans, 2025, c'est pas si vieux, c'est en 7 ans. Voilà. C'est tout à fait raisonnable d'attendre ça. Si un jour il perd la mémoire, on pourra lui remettre. C'est un peu, effectivement, pour eux, c'est l'accident idiot, j'ai un coma, un AVC, hop, on me reconstruit et pouf, on recharge, hop, je repars. C'est ça l'idée. Hein. On ne pourra pas prendre des langues rapidement comme ça, même l'anglais ou je sais pas quoi. Un autre aspect moins drôle, c'est que Google investit également beaucoup dans la robotique. Je rappelle que le fameux Ray Kurzweil venait de l'armée et a fabriqué des robots militaires pour l'armée. Et aujourd'hui, Google est le premier fournisseur de l'armée américaine en robots militaires. Voilà, c'est pas juste Google Search. Notamment les drones tueurs. Je n'ai pas été chercher lesquels, donc je ne devrais pas répondre sans avoir vérifié. Mais je pense qu'ils travaillent plutôt sur les drones sont là de génération plus avant que Google soit investisse. Non, je pense qu'ils travaillent vraiment sur des robots. Voilà, des robots soldats. Des robots soldats. Comme dans Star Wars, quoi. il y a déjà Ils existent, mais ils sont des déployés. robots qui tirent, qui identifient les cibles et qui tirent. Ils travaillent là-dessus, mais quand ils fournissent l'armée américaine, alors ils ne fournissent pas en millions de soldats. Pour l'instant, c'est la recherche. C'est des tests, effectivement. Mais ils sont très très avancés. Donc effectivement, voilà, on peut toujours discuter avec des soldats, on peut discuter avec des gendarmes, on ne peut pas discuter avec des robots. Celui qui a la clé, le doigt sur le bouton, c'est lui qui décide. Les biotechnologies, donc on a commencé à l'aborder, effectivement, le cerveau école augmenté. L'idée étant, c'est toujours de repousser l'âge de la mort. Hein. Ils sont toujours dans cette... c'est vraiment ce qui sous-tend leur démarche. Hein. C'est effectivement d'être plus intelligent, d'augmenter nos capacités et tout ça. Mais à quoi ça sert si on meurt à 70 ou à 80 ans voilà. Il faut aussi qu'on vive plus longtemps et en bonne santé. Pas dans la terre, dans un lit. Donc effectivement, du coup on arrive sur effectivement la biotechnologie avec le cerveau et le corps augmenté. Alors au niveau du cerveau, il y a deux types d'aspects. Il y a d'abord l'aspect sélection, le génisme. Hein, Google est aujourd'hui à le monopole aux États-Unis pour la sélection d'ADN. Il a signé un accord avec le gouvernement américain. Et ils ont le monopole pour ses enfants, quand on veut choisir, sélectionner parmi les spermatozoïdes et les ovules quel est le meilleur spermatozoïde et de faire une analyse ADN voilà, pour faire un choix d'avoir un enfant qui n'ait pas le risque d'avoir Parkinson, qui n'ait pas le risque dans ses gènes d'avoir telle maladie, qui n'ait pas le risque qu'il ait un gène qui ait une intelligence développée, qui soit grand, qui soit petit, ça se fait déjà. On l'a fait en France. On l'a fait en France avec les trisomiques. Depuis quelques années aujourd'hui, les trisomiques sont repérés avant la naissance, très tôt, et sont éliminés pour beaucoup. Le mot n'est pas très joli, mais c'est ce qui se passe.
Bon, donc en France, on l'a déjà fait sur la trisomie. Voilà. Pourquoi on ne se fait pas un petit pas de plus sur telle maladie? Voilà, ça va être ça le risque, c'est des politiques de petits pas. Sachant qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus permissifs. Également en Corée du Sud, en Chine, ils ont autorisé l'eugénisme. On peut donc choisir, en Corée du Sud, quand on a un peu de moyens. Alors au début, ça coûtait très très cher, mais aujourd'hui, une analyse d'ADN, je crois que c'est $1000 aux États-Unis. C'est plus rien, ça coûte plus rien. C'est tellement facile maintenant de faire un examen d'ADN que ça coûte plusieurs, ça coûtait des dizaines de milliers de dollars il y a quelques années, maintenant ça coûte $1000. Donc effectivement, aux États-Unis, on peut choisir déjà si son enfant sera brun, blond, la couleur de ses yeux, le sexe, déterminer le sexe de son enfant. Choisir la couleur du gamme quand il sera de gamme. Et de là à dire est-ce que je veux que mon fils soit un peu plus intelligent, entre guillemets, ou le cerveau plus développé, la meilleure mémoire, que sais-je, les avantages que je pourrais lui donner à titre social, voilà, c'est autorisé en Corée du Sud, en Chine et aux États-Unis. Et ce qui veut dire, bien sûr, que plus tu auras d'argent, plus tu pourras t'acheter un bébé performant. Ah oui. Quand tu seras pauvre, tu auras un bébé. Non, un bébé qui ira au hasard. Tu auras un bébé qui aura, la nature aura fait son choix. Ça accélère la société à des vitesses. Voilà. Ça amène clairement là. On veut qu'il soit blanc, noir, métis, même si les parents sont pas tout de la même couleur que le bébé. Alors non seulement ils peuvent choisir, mais ils travaillent aussi sur la manipulation. C'est-à-dire corriger, changer, modifier l'ADN de quelqu'un. Ils sont déjà en train de faire des essais et ils sont pas loin d'y arriver, effectivement, pour faire des modifications sur l'ADN de quelqu'un, d'un bébé. Non seulement l'avoir choisi au départ, mais en plus de changer certains de ses gènes après. Des bébés OGM. Des bébés OGM. Et pour physiquement, je veux dire, on pourra choisir la longueur des jambes, on pourra choisir tout ce qui est génétique. La poitrine. Et beaucoup de choses sont génétiques. Beaucoup de choses sont génétiques. Mais c'est pas toi qui choisis, c'est tes parents. C'est ça le pire. C'est leur rêve à eux que tu représentes. C'est pas le tien. Il y aura peut-être bien un revers de la médaille dans cette technique-là. Dans toute cette chose-là, il y aura sûrement l'apprenti sorcier. Des revers de médaille. Est-ce qu'il y a des témoignages de personnes qui ont été du coup qui ont des modifications comme ça? C'est trop récent. C'est trop récent, ils sont trop petits, ils sont trop jeunes. Du coup, il y a des bébés là qui se font. Oui, il y en a, mais trop récent. Pour avoir leur retour. Ou le retour de. Il y a eu des reportages, mais je ne me rappelle pas, mais ils ont fait en effet des reportages pour voir ces fameux bébés qui naissent finalement sans parents biologiques, enfin connus en tout cas. Voilà. Apparemment, ils avaient l'air très bien. Après, c'est dans la famille aussi où tu es élevé, je pense. Oui, tu vois, ceux qui ont été créés en procréation artificielle. Voilà. Et quand ils vont avoir des enfants, c'est les enfants là bizarres, oui, là, tout modifié, ça va être encore pire, ça va faire des enfants. Ça, c'est autre chose que la sélection. Quand ils font la sélection, c'est comme quand on fait avec les plantes, on dit tiens, je prends la plus costaud de mes plantes et puis je vais prendre ces graines-là pour l'année suivante. Ça dépend quand même des conditions des. C'est différent que de modifier l'ADN de chaque pays en fait. Parce que des tickets de. Enfin, je sais pas comment on dit ça. Comité d'éthique, ouais, ça dépend des pays, on peut pas accepter. Oui, mais bon, si des pays disent oui et d'autres non, ça va créer une différence finalement dans le fil des années entre les capacités de certains. Justement dans la prévention de l'eugénisme, par exemple, est-ce qu'on va tous créer un monde avec des Ariens. Je donne cet exemple parce que pour moi, l'eugénisme, ça s'associe toujours au fascisme, mais après c'est. C'est ce que ça nous fait tous penser à ça. Ça nous fait tous penser à ça. Moi, avec des yeux bleus. Donc, pour vivre plus longtemps, également, important, réparer ce qui est cassé. Donc, remplacer un foie, remplacer un cœur. Alors, on le fait déjà par le cœur de quelqu'un d'autre. Mais à travers les cellules souches, et tous les travaux qu'ils font sur les cellules souches, on n'est pas loin de savoir aujourd'hui recréer un foie et dans quelques années d'être capable de recréer la plupart des organes du corps humain à partir de cellules souches.
ça va être pareil, le choix va pas être très très simple. Vous avez le foie complètement malade, sans être, enfin peu importe, vous ayez picolé ou pas toute votre vie, mais le résultat de votre choix est... Ben voilà, il n'y a pas de transplantation, il n'y a pas de foie, il n'y a pas de donneur de foie disponible, mais on peut vous faire un foie qui a été fabriqué à partir de cellules souches. Est-ce qu'on refuse, est-ce qu'on refuse pas? Si on accepte, voilà, on a quelque chose qui est quelque part plus très humain dans notre corps humain. Même si c'est fait à partir de cellules humaines, mais ça a été conçu par l'homme, non plus par... Ça a été fait par les cellules humaines de nous-mêmes, l'organe ne sera pas rejeté en principe. Donc on n'aura pas de traitement comme on a maintenant. C'est un des avantages. Le placenta. Après, il y a le problème du clonage. Les placentas, on va faire des banques. Ils ont déjà fabriqué, je me le montrais, un embryon de cerveau déjà, avec des cellules souches. Pas un cerveau, mais un bout de système neuronal avec des synapses, à partir de culture. Ils ont déjà fabriqué un bout de cerveau de culture. Aux États-Unis, il y a des malades, des maladies terminales qui sont sélectionnés pour faire des études de cellules souches déjà, mais les gens... Pour servir de cobaye, parce qu'ils ont un cas désespéré. Sélectionnés pour faire un peu une moyenne de tous les âges et Donc clairement, avec tout ça, leur idée derrière, c'est de nous amener aujourd'hui, l'expérience de vie, elle est aux alentours de 120 ans, je crois, ou 120 quelques années, je crois que Jeanne Calment était la plus ancienne du monde, hein, si j'ai bon souvenir. Voilà, c'est la limite humaine connue aujourd'hui. Ils espèrent clairement la monter à 200 ou 300 ans. Assez rapidement. Assez rapidement, hein. C'est pas dans un siècle. Et ils pensent que les personnes qui vont vivre 300 ans sont déjà nées. Parce qu'en 2007, qui sont nées maintenant, là en 2035, elles auront 17-18 ans. Donc elles profiteront, elles pourront, si elles sont dans le système, elles pourront profiter de cette technologie et donc aller jusqu'à 200 ou 300 ans. Hein, ils pensent clairement que les personnes sont déjà nées. Mais bon, lui il n'était pas sûr d'atteindre jusque-là, l'autre ami Ray Kurzweil, donc il espère avant pouvoir passer par l'étape de sauvegarde. Alors, plus loin que les cellules souches, effectivement, en même temps avec les cellules souches, mais également des nanorobots réparateurs, c'est-à-dire d'envoyer des nanoparticules dans le corps qui vont réparer un organe existant, piloté par l'homme. On va revenir sur les nanoparticules quelques instants après. Mais toujours, voilà, réparer pour prolonger la vie, changer, réparer, changer, enfin comme une voiture, quoi, hein, c'est vraiment, c'est le même état d'esprit. Et le tout, le bouquet final, qui prévoit en 2045, c'est le sens inverse, donc c'est la redescente du cerveau qu'on a sauvegardé préalablement dans un être cyborg. Moitié de chair, moitié de métal, peu importe, ça peut être moitié un cyborg tout métallique ou moitié de chair, cellules souches, en tout cas piloté par ce cerveau, et en gros c'est l'immortalité. Voilà. Donc on n'aurait plus que la machine à changer. Bon, ça, ils y sont pas encore. Hein. Ils y sont pas, c'est leur plan. C'est leur plan. Ils y sont pas encore. Ils y sont pas. Ils ont quelques. Déjà, on a vu qu'avant, ils avaient quelques difficultés, mais en tout cas, ils vont là. Et ils vont là avec des moyens monstrueux, plus gros que ceux d'un État. Clairement, le budget de Google est plus comparable à celui de l'Europe qu'à celui de la France. Pour se donner un ordre d'idée sur leurs moyens. Donc ils y vont avec de gros moyens. Et avec les intelligences. Qui c'est qui pilote dans l'avion des États-Unis? C'est Google ou c'est Google? Mais finalement, ils sont assez indépendants. On va le voir. Qui contrôle ça? Qui contrôle ça? C'est une bonne question. Alors, chez Google, ils sont quand même inquiétés un peu. Pour répondre à la question, ils sont soi-disant inquiétés. Ils ont dit quand même on manipule des sujets un peu sensibles. Et ils ont décidé de se créer eux-mêmes, en interne chez Google, une commission d'éthique.
Déjà, il n'y a pas de problème. Voilà, je réponds à ta question. C'est comme ça que ça marche mieux. Alors, des gens y croient, hein. Time Magazine, c'est pas des luberlus. Voilà deux de leurs couvertures, où ils reprennent 2045, l'annonce que je vous faisais tout à l'heure. Voilà, Google bat la mort. Je vous le disais, c'est la plus puissante des entreprises du monde aujourd'hui. Clairement un leader mondial. Ils ont acheté discrètement, sans faire aucun bruit, depuis 15 ans, 185 entreprises et start-up américaines, européennes, françaises, allemandes, danoises, israéliennes, dans le monde entier. Ça leur a permis de récupérer les meilleurs spécialistes de la planète sur tous ces sujets. C'est leur première démarche. Donc, ils ont les meilleurs spécialistes de la planète sur tous ces sujets, en acquisition de toutes ces sociétés depuis 15 ans. Et voilà les sujets de leur rachat. Intelligence artificielle, neuro- et biotechnologie, la robotique militaire et civile, on en a parlé, la domotique, la robotique à la maison, entre guillemets. Bon, quelques sujets d'aujourd'hui, hein, qui leur font le commerce actuel, hein, c'est les applications mobiles, le marketing, la publicité électronique, ça c'est ce qui leur fait gagner leur argent aujourd'hui. Hein. Comme ils ont 95% du marché mondial des gens qui accèdent à leur moteur de recherche, c'est clair qu'en termes de publicité, ils font aussi, ils ont un marché mondial. Quoi. Ils ont, je ne sais pas combien de clients, mais c'est en milliards, leurs clients. Ils travaillent sur un marché où c'est la terre entière, leurs clients, qui payent des pubs chez Google AdWords, des gens qui ont des sites internet, ou quand ils revendent de l'information sur tout ce qu'ils ont capté, tout ce qu'ils ont enregistré sur nous, qu'ils le revendent à des partenaires commerciaux, voilà, ils gagnent un argent, mais sur la terre entière, sur la planète entière. Les ressources sont phénoménales. Là, vous parlez de Google, enfin ça en met des frissons, le monopole qu'ils ont, on en serait presque à souhaiter qu'il y ait un concurrent qui soit dans les mêmes optiques, quoi. C'est la slide après, mais c'est pas rassurant. Donc les satellites, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à Google Maps, mais aussi des caméras pour mettre sur leurs satellites, pour les caméras de très haute définition, les drones et avions solaires, les énergies renouvelables, un vrai système autonome. Le Google Land se construit, un Google Land complètement autonome, y compris au niveau énergétique. Parce qu'il consomme énormément. C'est son autonomie. Ça. Tu me pognon alors. Oui, au final c'est toujours ça, c'est le pognon, c'est parti de là. Alors les biotechnologies, je vais citer quelques éléments, mais vu le temps, c'est pareil, je ne peux pas tout détailler, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Hein. Chacun de ces sujets, on pourrait y passer 2 heures. Par exemple, sur les nanotechnologies, j'en profite pour l'introduire, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais il y a une conférence dédiée aux nanotechnologies et à ces risques le jeudi 2 février à 14h, dans le cadre des rencontres. Donc voilà, si ça vous intéresse sur ce sujet-là d'avoir les précisions. Je sais qu'il y a une autre concurrence. Donc les biotechnologies, il y a du bon et du mauvais. Les OGM, je n'ai pas besoin de le classer. Mais c'est aussi les biocarburants, ça fait partie des biotechnologies, qui peuvent être parfois intéressantes. Plus intéressantes, par contre, aussi bien pour les bactéries dépolluantes que les nanotechnologies dépolluantes, ça permet de dépolluer les sols qui ont été lourdement pollués par l'industrie chimique. Ils commencent à découvrir aujourd'hui des bactéries qui arrivent à transformer des polluants en... du plastique, par exemple, en matière organique. En matière organique, voilà. Hein, donc qui arrivent à digérer des polluants et à les réinjecter en matière organique. Également les nanotechnologies, je vais en faire juste dire quelques mots quand même, pour ceux qui ne viendront pas jeudi prochain. Qu'est-ce que c'est? On parle de nanotechnologie, qu'est-ce que c'est que ce bestiole-là? Nano, ça veut dire que c'est tout petit. Pour donner quelques ordres d'idées, on a le millimètre. Si on divise un millimètre par 1000,
on obtient le micron. Et le micron, pour donner des ordres d'idées, le micron c'est la taille de... Enfin quelques microns, c'est la taille d'une cellule. Une cellule animale ou végétale font entre 20 et 100 microns. Donc le millième de millimètre, c'est à peu près la taille d'une cellule. Et si on redescend encore d'un facteur, on divise encore par 1000, on arrive au nanomètre. Et donc là, on est plutôt à la taille du virus ou de quelques atomes. Un atome, c'est, je crois, un dixième de nanomètre. Donc une dizaine d'atomes, ça fait un nanomètre. Un virus, ça fait à peu près un nanomètre. Donc c'est 1000 fois plus petit qu'une molécule ou qu'une cellule. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose de très petit. Alors quel est l'intérêt de manipuler ces toutes petits éléments? Je vais prendre un exemple peut-être pour ceux qui connaissent, le Rubik's Cube. Donc vous voyez ce cube. Souvent une molécule, ses propriétés elles sont à la surface. C'est par la surface de la molécule que ses propriétés vont s'appliquer, au contact d'autres molécules, en se frottant, en se touchant. C'est souvent lié à la surface. Les capacités ou les particularités d'une molécule sont souvent liées à ce qui se passe à sa surface. Si vous prenez un cube, donc avec ses 6 faces, et puis vous imaginez un Rubik's Cube. Donc c'est des tout petits cubes imbriqués qui forment un gros cube. Vous pouvez accessoirement déplier dans tous les sens. Mais en fait, pour le même volume, vous avez, surtout s'il y a 1000 petits cubes dans mon gros cube, vous avez quelque part, que je dise pas de bêtises, 6000 fois plus de surface. Parce que chaque petit cube, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais un gros cube il a ses 6 faces. Si on le découpe en un tas de petits cubes qui sont rangés en ligne, on augmente le nombre de faces. On multiplie le nombre de faces, et donc la surface des faces. Et donc la surface active du produit, entre guillemets. Sous-entendu, pour le même volume, la même quantité de produits en produits classiques, chimie classique, molécules classiques, ou en nanoparticules, on va être 6000 fois ou 10 000 fois plus puissant en termes d'effet pour le même volume. Lié à cette petitesse et à la multiplication des zones d'agissement, d'effet. Donc en fait, c'est pour un même volume beaucoup plus puissant. Un des risques dont ils parleront sûrement le 2 février, c'est que c'est tellement petit que ça passe partout. C'est à la taille d'un virus, donc ça passe partout. Et aujourd'hui, autant s'ils se disent que des nanotechnologies permettent de nettoyer un sol, ils l'ont testé, effectivement, au bout de 3 ans, le sang évolue, on fait de l'analyse, le sol est bien plus propre qu'avant, les polluants ont été digérés. Par contre, ces nanotechnologies, elles voyagent, quoi, elles vont se balader, elles vont passer dans l'eau, elles vont finir quelque part, elles vont dans la chaîne alimentaire, d'autres espèces vont les ingérer. Et ils n'ont pas testé l'impact de cette nanotechnologie sur les poissons, sur les oiseaux, sur l'homme, sur les plantes, ils l'ont testé sur le sol. Ah oui, sur le sol, ça le dépollue. Mais qu'est-ce que ça va faire à pouvoir dépolluer le sol dans d'autres organismes sur lesquels on n'a pas fait d'essai? C'est là que la puissance... En plus, c'est une annulation d'elle-même. Et ça, c'est-à-dire que maintenant, on mélange des nanoparticules et on les programme pour s'assembler entre elles. Parce que ça prend trop de temps. Et ça, on ne sait pas ce que... Ça va donner comme impact quand ça va se passer dans un organisme. On ne sait pas comment elles vont se biodégrader, et quelle intelligence va décider de leur assembler. Donc voilà, c'est très puissant. Il y a plein d'applications possibles dans l'industrie en ce moment. On en parle partout, des nanoparticules, nanotechnologie, on en parle dans la santé, on en parle dans le textile, on en parle dans l'industrie, on en parle dans plein de secteurs d'activité, y compris par exemple pour la dépollution du sol. Mais par exemple aussi, les bactéries, bien utiliser des bactéries existantes me paraît moins dangereux. Par exemple, utiliser des bactéries pour blanchir le papier plutôt que d'y mettre du chlore, je trouve ça plutôt bien. Voilà. Si dans l'industrie du papier, ils arrivent à trouver des bactéries qui blanchissent le papier sans utiliser les produits d'avant, les produits chimiques qui étaient vraiment très toxiques, bravo. Donc voilà, il faut aussi regarder ça avec un peu de voilà. On ne veut pas tout jeter non plus, et il faut pas tout accepter non plus. Il y a une application pour les vaisseaux sanguins aussi. Oui, pour tout.
Donc on peut ouvrir plus ou moins les vaisseaux sanguins en injectant des matières chimiques pour débloquer des caillots par exemple. Mais quels effets après? Exactement, non, mais je veux dire. Mais on sait par contre, sur l'effet à court terme, rechercher, c'est très performant, c'est très tentant pour beaucoup de gens. Surtout la loi aujourd'hui n'oblige pas encore à noter sur les produits de consommation qu'il y a des nanoparticules dedans. En fait, l'état des choses, c'est qu'on a des gros doutes et que l'industrie se sert de ces doutes, voire des entretiens pour empêcher qu'il y ait des lumières efficaces. Mais qu'aujourd'hui, il y a déjà des études comme sur l'oxyde de titane, donc les nanoparticules d'oxyde de titane qui sont très utilisées et dans l'alimentation, dans la peinture, etc. Donc il y a une étude qui vient de sortir qui montre à l'évidence une toxicité extrêmement importante sous cette forme-là. Oui, parce que nanoparticules, de quoi? Si on parle de l'arsenic, il y a des choses, même en nanoparticules, ça doit... Mais voilà, il y a l'élément qu'on compare, effectivement, de base, qui joue en fonction sur sa toxicité ou sa dangerosité. Comme je vous disais tout à l'heure, oui, est-ce qu'ils sont tout seuls, Google? Non. Ils ne sont pas tout seuls, ils sont au moins 4, en tout cas d'à peu près le même niveau de puissance, ou pas loin. Google est le plus puissant des 4. Et ils sont 4 quelque part dans une situation qui est assez similaire, ils sont tous les 4 dans une situation de monopole. Les 4 américains. Oui. Comme par hasard. Mais ils sont tous les 4 en situation de monopole. Ils ont racheté beaucoup de start-up françaises. Il y a aussi de la technologie ou un savoir-faire français qui a été aspiré par ces boîtes-là quand ils marchaient. Mais c'est des clients qui appartiennent à leurs fondateurs. C'est coté en bourse, mais l'actionnaire principal, ce sont les fondateurs à chaque fois. Ah oui, en plus, c'est des sociétés qui sont récentes. C'est à 1 ou 2 ou 3 personnes. Bon, ils se partagent avec quelques associés. Bon, le Kurt dont je parlais tout à l'heure est un des associés de Google. Donc il a une part du capital, mais voilà, ils sont 3 ou 4 à se partager le capital de ces boîtes-là. C'est pas comme des sociétés où il y a des millions d'actionnaires. Donc c'est le fameux GAFA, effectivement, G pour Google, Apple, qui lui aussi, alors en situation de monopole, a beaucoup baissé, enfin il n'est pas sur les MacBooks, sur tous les ordinateurs, mais sur les iPhones, iPad, tout ça, par contre il a pris, il n'était pas en monopole total, mais il a une énorme part du marché, surtout avec Nokia qui a connu quelques soucis, dans le chinois, tout ça. Ils sont très très favorables. Facebook, c'est 88% des utilisateurs dans le monde ont un compte Facebook. C'est pas 95, mais c'est 88. C'est pas vraiment un monopole. Amazon est le premier marchand au monde. C'est la première entreprise marchande mondiale. Et sur le monde entier. Également, qui sert le monde entier, Amazon. Donc ces 4-là, ils ont des moyens, effectivement, comme je le disais, ils sont tous en situation, ou quasiment en situation de monopole mondial. Ils échappent tous quasiment à l'impôt des pays. On a vu que la France a essayé de envoyer Google. Vous voulez, on n'est pas les seuls. Ces gens-là ne payent pas d'impôt dans aucun pays. Et ils ont des budgets d'investissement, on en parlait, équivalents à ceux de la Chine ou de l'Europe, ou de la Corée du Sud, qui sont les deux grands investisseurs sur les biotechnologies, neurotechnologies. C'est vraiment la Corée du Sud, la Chine et le GAFA. Avec ça, on a les principaux acteurs. L'Europe en démarre tout juste. On s'y met tout juste. Et ils ont pas mal d'avance sur leurs concurrents parce que ça fait 10 ans qu'ils sont sur le business, c'est excellent leur modèle. Et je vous ai dit, ils ont racheté beaucoup de sociétés depuis 10 ans avec beaucoup de spécialistes. Donc ils ont une avance significative. Ils ont beaucoup trop de moyens pour eux, pour être clair. C'est extrêmement inquiétant. Et surtout qu'on ne les voit pas venir. Fais gaffe au GAFA. On les voit pas venir, on utilise Google, Facebook, réseau. On va passer maintenant au deuxième sujet, donc vous avez un peu vu venir, j'imagine. Je ne sais pas avoir des grandes surprises. On en a déjà abordé quelques sujets, mais qu'est-ce que ça va changer pour toutes ces technologies et leur déploiement au niveau du monde? Alors, la première, c'est effectivement, je voulais parler de l'emploi, c'est quand même un sujet qui
touche et qui va être important. C'est pas forcément le plus important, mais c'est en tout cas il est primordial. Pour ça, plutôt que de parler du futur, enfin pas plutôt, mais avant de parler du futur, je me suis dit, regarder un peu d'histoire nous aiderait à peut-être mieux comprendre ce qui nous attend dans le futur. Pour ça, j'ai récupéré des informations pour les plus récentes de 75, enfin de ce siècle au niveau de l'INSEE, et puis pour les plus anciennes, 1900 et 1700 au niveau du CNRS. Voilà, il y a des informations disponibles. C'est donc des statistiques qui classent par 4 grands secteurs l'activité de l'emploi en France. C'est basé sur la France. Bon, on voit qu'entre 1700 et 1900, ça peut bouger, avec quand même 80% des gens qui étaient occupés à l'agriculture, à nourrir la France. 80% des actifs en France s'occupaient de l'agriculture en 17 ans. Il y avait une petite part industrielle, déjà, 10% de la population, et une notion de tertiaire, commerce, déjà, il y avait des commerces, des échoppes, des écrivains publics, il y avait déjà une notion de service. Mais 80% de la population était occupée à nourrir les 100%. Enfin, 80% des actifs, puisque les actifs ne représentent pas 100% de la population, mais 80% des actifs étaient occupés à nourrir l'ensemble de la population. En 1900, ça a peu évolué, on avait perdu 8%, peut-être un peu de mécanisation déjà qui avait changé ce chiffre. On voit clairement après qu'il s'est passé quelque chose d'impressionnant au niveau de l'agriculture. C'est clairement l'impact de la mécanisation et de l'industrialisation de l'agriculture et de son externalisation aussi. On consomme du blé américain, on n'est plus autosuffisant, on était autosuffisant à cette époque au niveau alimentaire, on n'est plus aujourd'hui parce qu'on achète beaucoup de produits agricoles à l'étranger, enfin en dehors de la France, donc il y a ces 3 facteurs qui expliquent ce passage de 60 à 10% de la population en 75, effectivement, et qui aujourd'hui se retrouve à 2,8% de la population des actifs sont dans le secteur agricole. La plupart des gens, lors de ce choc, on a pu absorber, dans la difficulté et la douleur, bien entendu, pas la chance et la gaieté, mais il y a eu une absorption, on va dire, des gens qui ne travaillaient plus de la campagne par l'industrie, voilà, qui a pris une part importante dans les années 70, et donc qui a embauché beaucoup de gens qui venaient de la campagne, et puis par une explosion déjà du tertiaire, c'est-à-dire du service. Avec les commerces, avec les ventes, avec la grande distribution, avec ça a amené un développement qui a petit à petit pris de la valeur. Donc ça, cette première évolution, bon, ça n'a pas été facile, mais on va dire qu'elle a été absorbée. Après, il y en a une deuxième, c'est la révolution industrielle, c'est-à-dire l'externalisation de l'industrie en France et la mondialisation. Donc on voit que la part d'industrie, entre 1975 et 2014, elle a été divisée plus que par deux. Ça, c'est toute l'industrie qui est partie effectivement en Asie ou à l'étranger. C'est la partie installation. Pareil, là, la partie construction peut évoluer. Je l'attends un peu, mais on voit qu'elle est restée quand même assez stable. Depuis, c'est le seul secteur qui a peu évolué dans le temps. Je dirais que la partie industrie, pareil, elle a été absorbée par le tertiaire. Toujours pareil, difficultés, mais par exemple beaucoup de centres logistiques, beaucoup de logisticiens, beaucoup de livreurs, tous des gens qui font des livraisons maintenant, des colis, voilà, il y a tout un tas de gens qui sont passés dans le service. Et aujourd'hui, on a 10% de chômeurs à peu près officiels. En réel, je ne sais pas si on devait compter, c'est forcément plus, mais on a 10% de chômeurs qu'il faudrait rajouter ces pourcentages pour avoir l'ensemble des actifs. La difficulté, alors, je vais rester encore sur celle-là, elle est vraiment frappante. Il me semble que, c'est un avis personnel, on pourra en partager dans le débat, qu'on a une possibilité de gain au niveau de l'agriculture aujourd'hui. Car elle me semble important, et le ministre et l'INRA a sorti un rapport il y a plus de quelques mois qui validait le fait que passer l'ensemble de l'agriculture française en biodynamie était viable, économiquement. Ça suffisait, on pouvait nourrir toute la France en passant toute l'agriculture en biodynamie.
L'INRA a officialisé ça il y a 2 ou 3 mois. On n'y croyait pas. Ils ont résisté pendant de nombreuses années. Et du coup, le gouvernement leur a demandé les annonces du ministère de l'Agriculture, alors, M. Le Foll, disait, à côté de l'INRA, qu'il lui fallait 10 ans, si on avait la décision politique, il fallait 10 ans pour transformer l'ensemble de l'agriculture française en biodynamie. Mais lui, il a un FNSEA aussi, qui n'est pas forcément... Pardon ? Est-ce que la FNSEA est impliquée dans ces décisions? Parce que oui, c'est eux qui défendent bec et ongle. C'est surtout les labos qui défendent bec et ongle, parce que c'est rien pas. C'est les labos pharmaceutiques, parce que l'agriculture biodynamique, c'est-à-dire plus de règles, plus de chimie, beaucoup moins de gasoil, parce que moins de tracteurs, plus de travaux à pied, moins de tracteurs, moins de chimie, moins de gasoil, donc il y a moins de machines, donc il y a toute une industrie derrière, que ce soit chimique ou industrielle, pour faire des machines, tirer, déployer, tout ça. Si elle, c'est terminé, plus de boulot pour passer en biodynamie, quasiment plus, quoi, la marge. Notre ministre disait il y a 3 mois, je ne sais pas s'il tiendra la parole, je ne reviendrai pas là-dessus, qu'il y avait effectivement des pressions, qu'il y avait des lobbies, mais qu'il avait expliqué à ces groupes de pression que de toute façon c'était le sens de l'histoire, on ne peut pas faire autrement, et qu'il soit s'adapter, soit ignorer. Est-ce qu'il tiendra la parole? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est validé qu'en 10 ans, par les organismes de l'État, on peut repasser toute l'agriculture française en biodynamie. Ça permettra de nourrir tout le monde et ça permettra aux agriculteurs de vivre décemment dans la cause. Ce qui est bizarre, c'est qu'on passerait de l'agriculture conventionnelle, ils ne veulent pas entendre parler du bio pour le moment, et on passerait directement à la biodynamie. C'est un changement complet d'orientation. Complet. Effectivement, une volonté politique, un accompagnement énorme. Et pour l'instant, rien n'a bougé. Ce sont des annonces de politique qui, dans 3 mois, ne seront plus là. Mais c'est validé par l'INRA. Ça, par contre, ça m'a surpris, parce que l'INRA, comme défenseur des labos depuis des années, ils ont quand même validé ce fait que c'était viable, et que c'était un système, et que c'était le système qu'il fallait mettre en œuvre. Ils ont du coup demandé à l'INRA de poursuivre son étude pour voir si c'était viable au niveau mondial. Parce que leur champ d'étude, c'était la France. Et du coup, ils ont remis au boulot sur une deuxième étape de l'étude, c'est de voir si au niveau mondial, c'est valable, parce qu'on peut nourrir la vie. Et puisque les nanoparticules, je ne sais pas ce que j'ai compris, les nanoparticules pourraient accélérer un retour à une terre... Non, les nanoparticules, c'est vraiment pour des terres très polluées, de sites chimiques, de sites industriels, où il y a du mercure, plein de produits pendant des années. Le principe, quand ils interviewent des agriculteurs, le principe de passer en biodynamie, ça devient rentable pour eux au bout de 5 ans. Enfin, ça devient rentable au bout de 3 ans, et extrêmement rentable au bout de 5 ans. Déjà, il faut passer d'une terre conventionnelle il faut qu'elle soit bio, il faut 5 ans. Il faut 5 ans. Alors, est-ce que c'est 5 ans ça suffit? Mais pour passer en plus, en tout cas les agriculteurs, ce qu'ils disaient, c'est qu'au vraiment au bout de 3 ans, ils avaient retrouvé un rythme de production d'avant, et au bout de 5 ans, ils produisaient plus qu'avant. Et puis avec une joie, à peine que je dépeigne tous les avantages qui vont avec, j'imagine évident pour tous les gens qui sont dans cette salle. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment le chantier de l'autonomie, retrouver l'autonomie alimentaire de la France, permettrait de recréer un emploi durable et viable. Parce que l'industrie, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va revenir, mais sans ouvriers, donc c'est pas ça qui va créer l'emploi. La construction, bon, c'est une petite part, mais elle va sûrement être reniée un peu par ces évolutions, mais je pense qu'il va rester encore. Donc le gros sujet, c'est le tertiaire, c'est le service. On peut voir que la construction, elle est stable au fil des années. Ouais. C'est pour ça. Quand le BTP pas, tu vois, il paraît. Oui, c'est quand même c'est bizarre que ça n'augmente pas. Surtout si on arrive à vivre 300 ans, il faudra faire des maisons. Hein, parce que... Non, ce sont des cellules. Ça sera plus des maisons de vieux, là. Ça sera plus des maisons de vieux. C'est proportionnel à l'accroissement de la population. Du coup, on a largement débordé sur l'horaire, mais comme on discute, voilà, c'est aussi bien de discuter après, hein, ça ne pose pas de souci. Je vois que le temps file, on aura temps de finir. J'ai repris donc la dernière année, 2014, pour faire un zoom sur le tertiaire, parce que vous avez bien vu que c'est ce qu'emploie quand même la plupart des actifs en France aujourd'hui.
pour voir justement le service dont on parlait tout à l'heure, quels vont être les impacts. Donc dans ce tertiaire, qu'est-ce que ça regroupe? Le commerce, donc c'est tout ce qui est grande distribution, bien sûr, qui est derrière ça, mais aussi les petits commerçants, tout est regroupé là-dedans. Clairement, la partie grande distribution, qui représente le plus gros de ces 12%, pareil, la robotisation, l'informatisation, on va baisser les emplois. Les courses pareil de chez soi, livrées chez soi par drone, dans 10 ans, voilà, j'ai mon iPhone, je fais mes courses, je suis livré. C'est déjà possible en ville, mais ce sera possible partout, et de plus en plus généralisé. Le transport, on en a parlé, le transport et la logistique, en termes d'emploi, on va prendre une claque. Plus de chauffeurs routiers, plus de chauffeurs de taxi, j'en passe, c'est des meilleurs. L'hébergement et la restauration. Moi, la bouffe faite par des robots, j'y crois pas beaucoup. Mais bon, je pense que c'est un métier, on a toujours sympathie à aller dans un bon resto tenu par des gens avec une bonne ambiance. C'est libre. L'aspect humain. On fait des robots avec des trucs qui savent si c'est assez salé, si c'est assez cuit, si c'est assez... L'hébergement, la chambre d'hôte est accueillie par des gens et tout ça. Après, effectivement, que la partie ménage dans les hôtels soit automatisée, robotisée, oui, la partie changement sera faite par un robot. Les salles de bain, les chaînes... Qui se lavent toutes seules, qui se désinfectent entre chaque personne, voilà. Donc il y aura quand même un impact, mais bon, sur la partie hébergement, la grande hôtellerie, on va dire, ou l'hôtellerie de volume. Mais l'hôtellerie de luxe, les gens aiment toujours avoir des gens qui s'occupent d'eux, et puis les chambres d'hôtes, les gîtes, tout ce qui est hébergement touristique, il y a quand même la qualité, le rapport de la qualité humaine, l'accueil, qui sont importants. La restauration, encore une fois, j'en parle pas. Des fois, on peut être mieux accueilli par des robots, peut-être. Des fois. Ça existe déjà un peu quand même. Il y a des hamburgers et des pizzas qui se font faire par des machines. Les machines à 24 sont à l'époque automatisées. Oui, mais est-ce que c'est la question? Est-ce que c'est bon? Il faut déjà aimer les hamburgers et les pizzas. Les pizzas ne sont pas faites par les robots, elles sont fabriquées après. Je sais pas, il y a eu dans les années 60, il y a eu plein de délires sur les goûts, les changements, tout ça. On avait mangé des pilules. On avait mangé des pilules dans les années 60, on nous parlait de ça, et puis maintenant on est en 2017, et après 60, j'étais pas né. Les 70, 80, on nous parlait de ça. On mange quand même des jambons au même endroit. La nourriture internationale, pas le même goût. Oui, mais en même temps, on revient à se faire de la nourriture. Beaucoup de gens se refont en cuisine, n'achètent plus que la cuisine, il y a eu tellement de scandales. Enfin, moi, j'en suis fait partie. Hein, donc, je recuisine, même faire une soupe, des cuisines toutes simples. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un comportement qui reviennent au goût, quoi, et quand ils peuvent. Certains ont du mal, mais quand ils peuvent. Information et communication, bon, tout ce qui est informatique, ça va rester, hein, tout ce que j'ai dit là, il reste des emplois d'informaticiens, mais plus finalement des cogniticiens, de l'informatique du cerveau, des neurologues, plus que des développeurs informatiques comme on a là. C'est des métiers qui vont changer dans l'informatique aussi. Finance, assurance, dans la finance, bon, est-ce que c'est utile? C'est une question. C'est aussi beaucoup robotisé, informatisé, les échanges financiers, maintenant, tout est complètement informatisé. Les humains, ils comprennent des fois même plus leurs algorithmes, ce qu'ils font. C'est tellement poussé, puissant, que ça va tellement vite, ils vont tellement plus vite, ils traitent des milliards d'opérations à la seconde, que plus aucun cerveau humain est capable de savoir ce que font ces ordinateurs qui sont dans les sièges des grands. Mais bon, c'est par là qu'il y aura un gain d'emploi, puis c'est pas un emploi passionnant, j'imagine, on est d'accord. L'assurance, je vous ai parlé de l'assurance auto, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura plus d'assurance auto. Donc il en restera avec les maisons. Mais voilà, il y a des métiers qui vont prendre une grosse claque aussi dans ce secteur d'activité. Ça les fait flipper grandement. Ils y travaillent, ils mettent des moyens pour réfléchir. Comment on va s'en sortir avec ces changements? Ils investissent aussi beaucoup d'argent pour se réorganiser, pour survivre. Parce que s'ils font rien, il y en a qui vont tomber. La partie tout ce qui est administratif, services techniques, bon, les sciences, c'est un peu flou, mais je pense que ça continuera à évoluer. Par contre, là, tout ce qui est administratif, on voit bien qu'avec les gains de productivité, les secrétaires, les standardistes, des gens comme ça, des services administratifs de traitement du papier,
disparaissent de partout, dans l'administration, dans les entreprises, tout est automatisé, on ressaisit plus rien, on saisit tout directement sur Internet, il y a tout un tas de gens, des postes qui ont déjà disparu, ça va continuer bien entendu. La partie le plus gros dans le tertiaire, c'est effectivement l'administration publique, donc c'est tous les fonctionnaires, hyper importante. La fonction publique, je dirais qu'il y a des tâches, à mon sens, où effectivement il y a des gains de productivité encore à faire dans le traitement justement tout ce qui est tâches administratives, mais surtout supprimer des contrôles qui ne servent à rien, supprimer tout un tas de choses qui ne servent à rien. J'espère qu'un jour ils arriveront enfin ce fameux choc de simplification administrative. Mais en même temps, voilà, l'éducation, est-ce qu'on va remplacer nos professeurs par des conférences vidéo uniquement? Il va y avoir des choix aussi autour des services publics, comme il y en a déjà. En tout cas, c'est là où il peut rester de l'emploi, en fonction des choix qu'on va faire. La santé, on en a parlé, et le social aussi, le social par définition. Difficilement fait par des robots. Ça fait appel à l'humain. Mais voilà, donc c'est effectivement peut-être sur cette zone-là où il y aura moins à le social, on n'est pas sûr, parce qu'ils vont fabriquer des robots tellement performants qu'ils seront possibles, ils pourront même faire des trucs comme ça. Et vraiment, si on à part l'informatique et tout ce qui va autour de ça, voilà, pour moi l'agriculture, la construction, la restauration, ça reste des secteurs qui doivent être les moins perturbés peut-être dans les 20 prochaines années. Surtout les autres. Il va y avoir de sacrés changements. J'ai essayé de faire quelques calculs, il va ce qu'il va, c'est pas une vérité. C'est d'essayer de rassembler, de voir dans chaque secteur combien on pourrait perdre d'emploi par rapport à ces robotisations, informatisation des tâches. Je pense qu'on pourrait clairement se retrouver avec 40 à 50% de chômeurs versus des 10 qu'on a aujourd'hui. Chômeur, il faut falloir le définir. Alors, quand on dit des actifs, c'est-à-dire que 50% des actifs, ça fait 20% de la population, parce qu'il y a aussi tous les inactifs, les personnes âgées, les jeunes de moins de 18 ans, voilà, on appelle les inactifs, ne sont pas comptés dans les actifs. Mais effectivement, avec 40% de chômeurs, on pourrait survenir aux besoins de toute la population française aujourd'hui. Enfin, sous 20 ans, dans 20 ou 30 ans. Du coup, des vraies questions, on a déjà un peu parlé, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, est-ce qu'on partage Problématique du revenu universel, par exemple. C'est une réponse, mais ce n'est pas la seule. Elle n'est pas suffisante, en tout cas. Je pense que c'est bien que si on décide de partager, tout le monde est pas vivre décemment. Évidemment, ça, c'est une réponse. Mais ça ne suffira peut-être pas. Parce que on n'est pas 40% à rester chez soi toute la journée, en effet. Je pense qu'il y a un vrai besoin de s'épanouir dans une relation sociale, de se sentir utile, que ce soit en chantant, dans la musique, ou en les voitures, peu importe, mais on a un vrai besoin humain de se sentir utile. Chômeur ne veut pas dire quelque chose. Ça ne veut pas dire. Voilà, c'est rien faire. C'est la vraie difficulté, pour moi, effectivement. Alors déjà, on ne devrait plus parler de chômage. Déjà, le mot n'a plus correctement. Il a plus son vrai sens. Mais ça va. Voilà, ça va s'empirer grandement. Et donc c'est bien de commencer à y réfléchir, parce que effectivement ça nous fait croire que... personnes qui auraient le choix de leur activité, indépendamment du besoin de la société. Parce que c'est les autres, il y a 25% qui vont faire le travail, et les autres vont pouvoir faire autre chose. De tout savoir, est-ce que ce travail-là va être rémunéré? Et à quelle hauteur? Est-ce qu'on gagnerait plus si on fait tourner une usine que si on fait une association? Pourquoi? Il y a un problème, il y a un problème qu'on n'a pas évoqué, c'est que dans la tête de certainement des gens qui travaillent là-dessus, c'est que le premier qui aura accès à l'intelligence artificielle aura ses capacités tellement développées que pour lui ce sera le maître du monde. Et peut-être que dans la gestion des sociétés, si nous, on est obligé, comme alternative, de se retrouver à gérer directement nos sociétés de manière directe. Que ça peut occuper aussi plus de... C'est où on part vers une dictature comme on n'a jamais vu,
Enfin, c'est un des risques, c'est un des univers des possibles. Si on peut apprendre le chinois en 3 secondes en se faisant greffer une puce, ou enfin, les capacités, on peut pas, c'est difficile d'imaginer à quel point celui qui aura ces outils dans la main sera puissant, quoi. Mais en même temps, voilà, ce qui fait la richesse aujourd'hui de ces grosses sociétés du CAC 40, ce qui les enrichit grandement, c'est la consommation de masse. Quelque part, toute leur richesse provient de la consommation de masse, directement ou indirectement. Que ça passe par l'énergie, l'achat de matériel, mais ça, c'est quelque part, c'est une consommation de masse. S'il n'y a plus cette consommation de masse, parce que la masse n'a plus de quoi consommer, leur pool d'odeur, elle s'écroule. Donc ça remet y compris en question voilà, les valeurs de grandes familles. C'est des géants au pied d'argile, hein. Si on ne consomme plus, ils s'écroulent. Ils s'écroulent. Coca-Cola est très puissante, si les gens arrêtent d'acheter du Coca, il n'y a plus rien. En même temps, voilà, est-ce que l'argent du coup aura toujours sa valeur? C'est une autre question. Est-ce que ce sera l'argent qui sera le cursus du pouvoir ou du luxe? Est-ce que du coup, effectivement, à ce moment, on nous donne de quoi vivre, on retire l'argent, et puis et qu'est-ce qui motivera des personnes à travailler plus que d'autres? Est-ce que ça sera l'argent? Est-ce que ça sera l'accès à des technologies qui leur permettra de vivre plus longtemps? Par exemple, je ne sais pas. Mais justement, avec l'homme augmenté, on risque d'avoir un changement. C'est-à-dire qu'on pourrait remplacer l'argent par les compétences de l'homme augmenté. Donc les capacités, les compétences. Et donc là aussi, on est dans un modèle qui aurait... parce que, voilà. C'est un exemple que j'ai pris, c'est Bienvenue à Gattaca, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais effectivement, il y a des films de science-fiction qui présentent malheureusement ces cas assez bien, avec une idée assez proche de ce qu'on peut imaginer. Voilà, où seuls ceux qui ont un ADN pur, sans maladie, il y a une frontière, un mur, il y a un monde avec des gens avec un ADN pur, et voilà, qui vivent dans le luxe, et puis il y a les autres à côté à qui on jette de quoi survivre. Non, parce qu'on n'a plus besoin d'eux. C'est pas des esclaves, on n'a même plus besoin d'eux. C'est ce qu'on voit dans un film qui a déjà 30 ou 40 ans, c'est Le Soleil Vert. Ils ont besoin que de consommateurs, plus d'esclaves. Donc, ils auront encore besoin d'esclaves, ils n'auront plus besoin d'esclaves. Il a une petite dizaine d'années, 5, 20 ans. Il y en a moins 20 ans, je pense. Au moins dans les années 90, début des années 90 au moins. Un autre exemple, on parlait de l'argent, gardera-t-il sa place? Un autre film, Time Out, où là, c'est le temps. Chaque personne, jusqu'à 20 ans, pas de problème. Et puis à 20 ans, vous aviez, je crois, une année de vie. Et en fait, ce qu'on gagne, c'est du temps. Quand on travaille, tiens, j'ai gagné 1 heure de vie. Tiens, aujourd'hui, j'ai gagné 3 heures. Voilà. Et si on travaille pas, au bout d'un an, on tombe, on est mort. C'est une manière de gérer aussi les masses, parce qu'il y a le problème, s'ils veulent vivre, si tout le monde vit jusqu'à 300 ans, enfin dans les pays occidentaux, combien on va être sur Terre, quand on se nourrit, il va bien faire du tri, un autre. Donc une manière de faire le tri, on remplace l'argent par le temps de vie. Si vous êtes riche, vous vivez de manière immortelle, si vous êtes pauvre, à 25 ans, vous êtes comme ça. On change même. Après, effectivement, une autre question, c'est comment est limitée l'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure. Bon, là, pour l'exemple, c'est facile. Je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin. Si elle prend le contrôle, elle va nous éliminer des patients. Donc, c'est un moment, effectivement, se poser une question, c'est où on va limiter le rôle de l'intelligence artificielle. Et voilà, pour l'instant, comme ce ne sont que des comités d'éthique internes Google ou Apple ou Amazon qui s'occupent de ça, il va falloir qu'on s'en préoccupe, je pense. C'est Ghost in the Shell, c'est un manga, c'est un dessin animé japonais qui est vraiment très bien. Ghost in the Shell, en fait, ça parle un peu de tout ça, justement de mettre une âme dans une coquille. Ghost in the Shell. Et puis le dernier point, on l'avait évoqué aussi pas mal, est-ce que voilà, le choix, une bonne santé naturelle, recherche d'une bonne santé naturelle, de bien se nourrir, de préserver son corps,
Ou alors refus de la mort et dire bon, je m'en fiche, je remplace tout, voilà, peu importe, tout ce qui est cassé, je le change. Est-ce qu'on laisse la place au destin ou est-ce qu'on choisit ses enfants en fonction de leur code ADN? Voilà. Ça va pas toujours être si simple, encore une fois, l'eugénisme, on l'a fait sans s'en rendre compte avec les islamiques en France. Et le font aux États-Unis sur des critères bien plus variés maintenant que. Ça arrive en France. Donc voilà, quand est-ce qu'on est transhumain? À partir de quel moment qu'est-ce que, voilà, définir ses frontières? Et puis encore une fois, il y a des pays qui, eux, ont fait le choix d'y aller à 100%. Donc si certains pays refusent et que d'autres sont partis dans... Est-ce qu'il n'y aura pas un déséquilibre au fil des années? Est-ce qu'on ne sera pas imposé à la position des autres?